Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Ils reviennent, Jean-Pierre River et Maurice Cohen reprennent la présidence de l'OGC Nice. Fabrice Bocquet est débarqué, émission spéciale autour de ce coup de tonnerre à la tête des Aiglons pour m'accompagner cette semaine. Nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, à commencer par Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Ambercé, tout sourire. Salut mon Will. Ça va? Tout Ça va va bien bien. aujourd'hui. Bonjour à tous. Aurélien Mar est avec nous, El Tactico, mais aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de tactique. Hein. Il y a des choses plus importantes. Salut Mika, bonjour à tous. Et Antoine Delgoulet. Salut mon Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Alors au sommaire de cette émission, vous entendrez bien sûr les premiers mots du duo River-Cohen, revenu au chevet des Rouges et Noirs. Nous vous dirons tout sur les coulisses de ces incroyables retours. Quel mercato d'hiver avec cette nouvelle donne? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair. Et puis nous reviendrons bien sûr sur le sportif avec un focus consacré à Isaac Johnson. Le gymtomètre de Noël, Léandra nous fera un point sur les notes des Niçois à quasiment mi-saison. Et puis nous nous pencherons quand même sur la Coupe de France et la réception de Saint-Étienne dimanche du côté de l'Alliance Riviera. Cette coupe peut-elle sauver la saison? Ce sera notre question dans le pour-contre avant de terminer par le Souviens-toi et un Nice-Sainté en Coupe de France en 1989 que nous racontera Aurélien. Antoine laisse sa place cette semaine. Pas de jeu de la part d'Antoine, mais un Souviens-toi classique avec Aurélien. Mais on démarre donc ce Gymto par ce double comeback. Maurice Cohen et Jean-Pierre River reprennent les rênes de l'OGC Nice. Les Avengers des présidents de l'OGC Nice viennent à la rescousse, Will. Quelle belle nouvelle. Oui, c'est d'autant plus drôle dans cette histoire, c'est que les deux ne s'étaient pas concertés. Mais ce sont deux présidents qui avaient envie de revenir aux affaires par amour de ce club qui était en perdition. C'est finalement Maurice Cohen qui avait commencé le premier à aborder Jean-Claude Blanc, Fabrice Bocquet, pour apporter son aide, vouloir contribuer au renouveau du club. Et il avait réussi à trouver une solution, c'était de rentrer en tant que conseiller de Fabrice Bocquet. C'était la chose actée par Jean-Claude Blanc. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Jean-Pierre River, qui lui a insisté pour parler directement à Jim Ratcliffe. On va l'entendre après, il va nous raconter tout ça. Voilà. Et ça, c'est arrivé cette semaine, c'était en début de semaine. Et avec sa prise de contact avec Jim en direct, Jean-Pierre River a proposé un changement radical, c'est-à-dire de suite enlever Fabrice Bocquet de la présidence. Et avec Jean-Claude Blanc, ça ne serait pas passé. Et c'est pour ça qu'elle a demandé à voir Jim Ratcliffe. Et une discussion de 2 heures a abouti au lendemain sur un courrier, un mail de Jim Ratcliffe, comme quoi il donnait carte blanche à Jean-Pierre River pour faire ce qu'il voulait faire. Et donc c'était prendre la présidence avec Maurice Cohen en vice-président délégué qui allait gérer au quotidien le club, mais sans Fabrice Bocquet dans le board. Alors, pour rien vous cacher, on était plus ou moins, nous, au courant cette semaine de ce qui allait se passer. On a un petit peu teasé ça la semaine dernière dans l'émission en espérant que ça se concrétise. Mais malgré tout, Léandra, en conférence de presse, beaucoup de nos confrères n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé parce que l'annonce a été plutôt stupéfiante pour certains d'entre eux et pour beaucoup de supporters. Nous, on est un petit peu arrivés en conférence de presse en se disant « Ah, bizarre, pourquoi il n'y a pas de micro ?» Parce qu'on savait. On pensait qu'il allait y avoir une annonce. Alors, pas totalement, on va pas... Enfin, moi, en tout cas, Jean-Pierre River, j'ai été très surprise. Oui, c'était la petite surprise. Je savais que Maurice Cohen allait peut-être avoir un rôle un peu plus important. Et du coup, voilà, Franquès qui fait sa conférence de presse traditionnelle avant le match contre Saint-Étienne. Et puis, au moment de se lever, de tous partir, finalement, non, il faut rester. Donc les journalistes restent. On a des confrères qui devaient partir à la conférence de presse de Monaco. Allez, tant pis pour Monaco là, cette semaine. Voilà, la priorité n'était pas là. Elle était bien à Nice. Et puis finalement, un communiqué qu'on nous a transmis par papier, même pas le temps de le lire, qu'une armada qui rentre dans la salle de conférence de presse. Et puis les cheveux argentés de Jean-Pierre River en premier, Maurice Cohen qui suit, Jean-Claude Blanc qui était là. Et puis voilà, ces annonces
qui ont surpris et qui rendent ce vendredi encore un peu plus dynamique. Alors, on va écouter dans un instant, hein, évidemment, Jean-Pierre River et Maurice Cohen. Juste un petit tour de table rapide. D'abord, Antoine, avec toi, tu as connu la présidence de Maurice Cohen. Tu nous feras un petit portrait de lui tout à l'heure pour les plus jeunes qui ne s'en rappellent pas. Tu as été surpris par cette annonce ? Bah non, puisque moi j'étais un petit peu dans la confidence aussi. Et effectivement, j'étais un peu plus surpris, oui, de l'arrivée de Jean-Pierre River. Voilà, mais outre la surprise, je pense que les supporters niçois vont être ravis parce qu'il y a enfin le retour d'une identité niçoise à la tête de l'OGC Nice. Et ça, c'est important, ça va mettre du baume au cœur un peu je pense, à tout le club et à tous les supporters. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si ce sera la bonne solution, mais en tout cas, il fallait faire quelque chose. Et cette solution me paraît aujourd'hui être la meilleure. Aurélien, de ton œil un peu plus jeune, un peu plus novice dans l'actualité de l'OGC Nice, comment tu vois le retour de ces deux présidents qui ont quand même marqué l'histoire du gym ? Mais comme l'a dit Antoine, c'est le retour d'une identité niçoise. Et puis, si l'on reprend vraiment les événements depuis 3 semaines, il était évident que l'un du triptyque, en fait, Maurice, Hez, Bocquet, devait payer entre guillemets les frais de ces débordements-là. Et il s'avère que c'est Fabrice Bocquet qui est donc parti. Et c'était évident qu'il fallait un changement. Maintenant, à voir ce que ça donne, mais il vaut mieux en tout cas qu'il y ait une prise de décision comme celle-ci plutôt que de rester les bras croisés à attendre que le club s'enfonce encore plus. Allez, on va écouter Jean-Pierre River, le président donc à nouveau de l'OGC Nice. Comment ça s'est fait ? Will a commencé à vous en dire un petit peu plus, mais là voilà, Jean-Pierre River va s'expliquer sur la genèse de ce retour au club. Quand je discutais avec Jim, sincèrement, à un moment, Jim m'a posé la question, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez revenir même pour une mission ? Parce que j'ai parlé de maintien à Jim, je n'ai pas parlé d'autre chose. Parce que le club de l'OGC Nice doit être en Ligue 1, il ne doit pas être ailleurs. Et aujourd'hui, il faut être très clair, on joue le maintien. Et c'est fondamental. Et Jim m'a posé une question, il m'a dit, Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez pendant 5 mois le temps de faire une mission ? Et je lui ai dit oui, mais je ne peux pas faire ça seul. Il faudrait que je trouve quelqu'un en qui j'ai confiance, qui connaît le club et avec qui je suis en phase. Donc je lui ai dit, Jim, on se reparle demain matin et je vais réfléchir. Et en sortant de chez Jim, j'ai appelé Maurice. Ça m'est venu comme une évidence. On s'est vu. Ça a pris 10 minutes. On s'est dit oui tout de suite. Et on s'est dit, on doit faire quelque chose pour le club. Et ce que l'on comprend, William, c'est quand même le rôle de Jim Ratcliffe dans tout ça. On pensait que Jim Ratcliffe regardait ça d'un œil très lointain, l'OGC Nice aujourd'hui. C'est peut-être encore un petit peu le cas. Mais là, il a tranché, il a mis les mains dans le cambouis. Surtout, il a montré qu'il avait un réel respect, un réel égard pour Jean-Pierre River, qui est, il faut le rappeler, l'homme qu'il a contacté pour lui proposer de venir à l'OGC Nice. Donc quand Jean-Pierre River contacte Jim Ratcliffe, ça a du poids. Et donc Jim a accepté de le rencontrer, mais à la base, il voulait que Jean-Claude Blanc aussi soit présent. Et c'est là que Jean-Pierre River a joué une carte en disant non, je veux parler seulement à Jim. Je ne veux plus parler à Jean-Claude. Parce que je veux dire mes choses à Jim, je ne veux plus qu'il y ait un intermédiaire au milieu. Et donc c'est pour ça que Jim, en fait, je pense qu'il a, pendant 2 heures, compris la gravité de il a eu 2 heures de réelle situation de l'OGC Nice. Et c'est ce que voulait faire Jean-Pierre River. Et donc c'est au bout de ces 2 heures-là que Jim Ratcliffe, le lendemain, a donné son aval au projet de Jean-Pierre River. Mais comme quoi, il a de l'égard et de la considération pour Jean-Pierre River, et aussi, il n'a pas envie non plus que l'OGC Nice tombe en Ligue 2, parce que là, ça sera encore plus compliqué pour trouver des repreneurs. Alors, Jean-Pierre River, évidemment, tout le monde le connaît. Maurice Cohen aussi, on le connaît. Mais Antoine, tu vas nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur qui est Maurice Cohen et sa présidence à la tête de l'OGC Nice. C'était au début des années 2000. Ouais, alors Maurice Cohen, lui, il est arrivé en 2002. Il a été président jusqu'en 2007. Alors aujourd'hui, il a 70 ans. Il est né à Rabat au Maroc. Il est arrivé à Nice, il avait 4 ans et demi. Donc il est niçois. Actuellement, il est président administrateur délégué de l'agence Monaco Communication. C'est en principauté qu'il a fait toute sa carrière, où il est très implanté dans le paysage économique monégasque. Donc il débarque au gym en 2002 à 47 ans.
Il avait été auparavant président du Cavigal Omnisport et un petit peu aussi président de l'association OGC Nice pendant 1 an et demi, où il n'était pas resté. Donc juillet 2002, c'est l'époque où Nice, on le sait bien, remonte en Ligue 1, mais où il avait failli être relégué sur tapis vert en national à l'intersaison suite à la mauvaise gestion dans la précédente direction du président Robert Casson. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, à l'intersaison, Cohen est nommé à la tête d'un consortium d'investisseurs avec les 5 mousquetaires, comme ils les appellent. Donc, il y avait Gilbert Stellardo, Marcel Governatori, Louis Baccaloni et Jean Bessy. Il ne faut pas mésestimer leur rôle dans cette reprise de l'OGC Nice en 2002. C'était vraiment 5 à sauver le club. Des 5. Il y avait aussi eu Jean-Claude Perrin qui s'était mis aussi sur le dossier pour sauver l'OGC Nice de la banqueroute. Voilà ce qui a été fait finalement. Donc l'OGC Nice est resté en Ligue 1 et on connaît un petit peu la suite pour ceux de cette époque-là. Donc faut savoir qu'aussi Maurice Cohen, c'est un Niçois, même s'il travaille à Monaco, il vit à Nice. Il représente l'identité niçoise. Il vient du Cavigal. Il a joué là-bas, il a entraîné là-bas. Cohen pendant 7 ans, il a apporté une gestion saine, stable. Et justement, donc les supporters étaient en raccord avec lui. C'était un président aimé par les supporters. Mais évidemment, on se rappelle au début de cette époque 2002, avec d'abord sous la houlette de Gernot Rohr, où l'OGC Nice a fait une superbe saison 2002-2003, premier ou deuxième à la trêve. Juste deuxième. Ouais, voilà. Au moment du championnat d'automne. Voilà, avant de finir 10e finalement, mais il y avait les Cobos, les Everson, Abardonado, Cabadiawara qui ont fait vibrer le Ré à cette époque-là. Donc il y a eu 3 ans avec Gernot Rohr. Ensuite, c'est Fred Antonetti qui est arrivé, qui a pris le rôle de Gernot Rohr en 2005. Maurice Cohen, il a permis d'installer sportivement l'OGC Nice en milieu de tableau, avec des finances plutôt saines, même si le budget n'était pas très élevé. En compagnie de Roger Ricord. En compagnie bien sûr de Roger Ricord. On va peut-être le voir d'ailleurs sur une des photos avec Roger Ricord tout à l'heure. Et sous sa gouvernance, il pousse aussi Maurice Cohen pour le grand stade. C'est chose qu'il n'aura pas réussi à faire finalement sous sa gouvernance, qui sera arrivé un petit peu plus tard. Mais voilà, on voit Maurice Cohen là, justement avec la signature de Ederson, le Brésilien à l'époque. Mais bon, il y a eu aussi des petites... voilà, le 23 janvier 2007, après de mauvais résultats, Maurice Cohen démissionne, mais finalement il est réintégré 3 jours plus tard. Et donc puis, c'est un retour. Voilà, c'est un retour. Et puis comme Jean-Pierre River. Voilà, comme Jean-Pierre River, c'est un retour. Voilà, les présidents Cohen et River ont fait ça donc plusieurs fois. Et puis c'est au début de la saison 2009-2010, avec après le départ d'Antonetti, l'arrivée de Didier Olé-Nicole, les résultats sont pas là. Mais surtout, il y a des conflits qui l'opposent aux actionnaires majoritaires du club, qui sont Gilbert Stellardo et Marcel Governatori. Et donc, il quitte la présidence le 29 septembre 2009 et donc revend sa participation minoritaire de 5% dans la SASP OGC Nice. Pour revenir un petit peu sur cette période de 7 ans, donc, qui a été quand même une bonne période, parce qu'on se souvient de Maurice Cohen, qui était quand même un bon président, un père de famille, et il a géré ça comme un vrai père de famille. Il a dit dans une interview, il a donné à notre... confrère du service des sports, Vivien Seller, il y a 3 ans, il avait dit être président d'un club de foot, c'est une histoire de fou, ça ne s'arrête jamais. Quand j'ai démissionné, il m'a fallu 3 ans pour souffler et reprendre une vie normale. Donc bon courage Maurice de repartir là-dedans. Et oui, effectivement. Bénévolement. Il faut le rappeler, les deux, que ce soit Jean-Pierre River ou Maurice Cohen, reviennent bénévolement. Voilà. Et il y a eu quelques coups d'éclat sous sa présidence quand même, au niveau sportif. Alors certes, il y avait une gestion saine, une stabilité, une identité niçoise, ça ce qui est très important. Mais il y avait eu le sauvetage du club évidemment en 2002 et la saison fantastique qui a suivi. La fameuse victoire à Monaco, 4-3, on s'en rappelle, de ceux qui étaient là s'en rappellent comme si c'était hier. Et puis il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue aussi en 2006. Oui. Voilà, avec cette défaite de 1 contre Nancy. Mais voilà, il y avait eu quand même une demi-finale aussi contre Vannes. Voilà, donc c'était quand même il y a eu aussi des bons résultats sportifs. Ouais, il y a eu des résultats sportifs. Et une identité à cette époque-là, il y avait une vraie identité et une équipe qui combattait sur le terrain. Sous la présidence de Maurice Cohen. Et justement, on va l'entendre, Maurice Cohen, par rapport à ce parallèle avec l'année 2002, la situation dans laquelle il a trouvé le club en 2002 et la situation dans laquelle est l'OGC Nice, Maurice Cohen. On était relégué par la DNCG et que suite à l'accord finalement de la DNCG au dernier moment, il y a eu une volonté, il y a eu un engouement de toute la ville de Nice, que ce soit les supporters, les autorités, les joueurs, il y a eu un engouement et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Il faut retrouver un engouement de l'ensemble de ceux qui aiment le club.
même les journalistes d'ailleurs, nous avaient beaucoup aidés à ce moment-là. Donc je pense que c'était ça le plus important. Donc avec Jean-Pierre, on vient en commando jusqu'à la fin de saison pour faire le maximum pour essayer de recréer une âme niçoise, un bon état d'esprit et qu'on se soit solidaires les uns les autres, aider les supporters, on va les voir. Je crois que c'est important qu'on retrouve cette joie de venir au stade et cette joie de supporter notre équipe, quelles que soient les difficultés. C'est sûr, c'est un challenge difficile. On ne vous dit pas demain les résultats, on verra. Mais on ne peut avoir des résultats que si derrière nous, il y a une volonté de tous à aider le club. Voilà, un esprit commando, Léandra, c'est ce qu'il faut retenir de cette parole de Maurice Cohen, parce que c'est vrai que c'est pas ni Maurice Cohen ni Jean-Pierre River qui vont marquer des buts dimanche contre Saint-Etienne ou après en championnat, mais ils doivent insuffler un nouvel état d'esprit dans cette équipe moribonde. Il l'a dit justement, Jean-Pierre River. Il dit voilà, on sait que des fois dans le foot, il suffit que les têtes soient un peu impactées pour que les jambes ne fonctionnent plus. Et en fait, en remettant de l'ordre, en insufflant une nouvelle dynamique, en remettant de l'autorité aussi, et cette âme un peu niçoise, j'espère que ça va permettre aux joueurs de donner leur pleine mesure, ce qu'ils n'ont pas été en capacité de faire depuis le début de saison. Un bol d'air peut-être aussi pour Francaise, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui reste à la barre pour le moment du club, Aurélien, mais qui voit le retour de celui qui l'a embauché, déjà, Jean-Pierre River, et puis quelqu'un qui était important dans l'histoire du club. C'est toujours un bol d'air pour lui après son vrai faux départ. Et puis, comme Maurice Cohen et Jean-Pierre River l'ont dit, ils sont là jusqu'à la fin de la saison, histoire de redresser le club, même de le revaloriser en vue d'une future vente. Et donc de me remettre un peu des actifs dans la dynamique du club. Et ça va être bénéfique aussi pour Francaise qui est sous contrat encore évidemment jusqu'en 2029. Donc pourquoi pas, si de cette décision la deuxième partie de saison se passe bien, qu'il continue par la suite, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si Fabrice Bocquet était resté à la présidence. Il faut se rappeler, Mika, que les relations entre Fabrice Bocquet et Francaise étaient devenues très conflictuelles, glaciales. Et c'était pas possible d'avancer comme ça. C'était, à un moment, ça devenait presque un bras de fer entre deux hommes. Un entraîneur un peu en prison, entre guillemets, au GC Nice, avec la volonté de partir. Un président qui, de toute façon, le club n'avait pas les moyens de payer un licenciement. Donc, c'était une situation qui était intenable. Ça desservait totalement le club parce qu'il y a une chape de plomb terrible qui s'était installée. On reviendra sur Fabrice Bocquet tout à l'heure dans l'Indiscret avec William. On va regarder un peu les réactions quand même sur les réseaux, en particulier derrière le communiqué de l'OGC Nice. Il y a eu beaucoup de réactions positives de la part des supporters de l'OGC Nice. Voilà ce petit florilège des réactions, la surprise de fou, le week-end qui commence bien. Les gars, c'est la fête. Qui l'aurait cru? Voilà ce que l'on peut trouver sous le poste de l'OGC Nice. On va continuer à voir ça défiler. Et William, c'est vrai que pour les supporters, c'est un peu Noël avant l'heure, non? Non, mais j'allais le dire. C'est Papa Noël, il existe en fait. À 40 ans, je me dis Père Noël, il existe. Parce que là, le cadeau qu'il vient de nous faire, c'était ce que attendaient les Niçois. Franchement, dimanche, il peut se passer n'importe quoi face à Saint-Etienne. Le 3 janvier, contre Strasbourg, les gens vont revenir au stade. Il y a un bruit bizarre. Ouais, il y a un bruit bizarre. Les supporters vont revenir au stade, c'est une certitude. C'est un réel élan qui s'est recréé grâce à cette annonce. Et même en interne, moi, ce qui m'a vraiment marqué à la sortie de conf, c'est de voir un nombre incroyable de salariés avec le sourire. Et ça, c'est vraiment concrètement quelque chose qu'on ne voyait plus depuis des mois, voire des années à l'OGC Nice. Une chape de plomb, comme tu disais tout à l'heure. Aussi. Non, mais et puis réellement, des gens qui incarnent le club. Voilà, voir Jean-Pierre River et Maurice Cohen revenir, ce sont des Niçois, des gens qui savent ce qu'est l'OGC Nice, qui incarnent l'OGC Nice. Et petit indiscret déjà que je peux donner, qui prouve l'état d'esprit des salariés. Il y avait un certain Jean-Philippe Macho, qui a assez le recrutement, qui devait partir à la retraite en décembre. Oui. Ben on peut oublier oublier, Jean-Philippe Macho, il va rester. Voilà, parce qu'avec le retour de Jean-Pierre River, de Maurice Cohen, c'est l'élan niçois qui repart dans ce club et ça fait partie des bonnes nouvelles. C'est un bel indiscret, ça. Tu n'y attendais pas. Je ne m'attendais pas, c'est une super info pour les supporters qui étaient aussi. Mais évidemment, c'est tous les Niçois, au-delà des supporters. C'est les gens qui aiment le club, voient que cette nouvelle était prépondérante.
Et justement, les supporters, on le sait, il y a une crise entre l'OGC Nice et ses supporters qui avaient décidé de boycotter l'Alliance Riviera jusqu'à nouvel ordre. On va attendre, évidemment, à l'heure où on enregistre cette émission, on n'a pas encore des réactions officielles de la part de la Populaire Sud, par exemple, de la conduite à tenir. On sait que dimanche, ça sera à huis clos du côté de l'Alliance Riviera. Le match contre Strasbourg, la tribune sud est censée être fermée en partie. Mais en tous les cas, voilà, il y a une volonté de renouer avec les supporters. C'est ce qu'a voulu faire passer comme message Maurice Cohen tout à l'heure. Concrètement, essayer d'apporter une dynamique et de renouer avec nos supporters, renouer avec les clubs de supporters, renouer avec tous ceux qui aiment le club, que ce soit les supporters, d'anciens joueurs, etc. Essayer de renouer, de recréer cette dynamique qu'on a connue en 2002. On n'est pas dans le même état que ce qu'on était en 2002. On est bien mieux, ouais, on est bien mais il y a mieux. du travail à faire. Voilà, renouer aussi avec les anciens joueurs, c'est important. Ça, Antoine, peut-être, est-ce qu'on pourrait revoir d'autres anciens venir conseiller un petit peu Jean-Pierre River et Maurice Cohen? On pense à un José Cobos, par exemple, qui lui aussi est très attaché à l'OGC. Alexis Bossetti. Et Alexis Bosetti. Oui, bah, bien sûr. Après, c'est vrai qu'avec Jean-Pierre River et Maurice Cohen, c'est des garants de l'identité niçoise. Et donc, il y a plusieurs joueurs qui vont se reconnaître, anciens joueurs qui vont se reconnaître en eux. Donc, obligatoirement, ça va faciliter des venues, des demandes. Et voilà, c'était peut-être la meilleure chose à l'heure actuelle qui pouvait arriver à l'OGC Nice, ce retour des deux hommes. Le retour de Jean-Pierre River et de Maurice Cohen. Alors, la question politique, elle s'est vite posée, évidemment, à l'intérieur de cette conférence de presse, parce qu'on le sait tous, Jean-Pierre River est sur la liste d'Éric Ciotti pour les municipales à Nice. Il est promis premier adjoint si jamais Éric Ciotti venait à être élu maire de Nice. Donc la question a été posée, bien sûr, à Jean-Pierre River. Est-ce que c'est compatible, ce poste de, à nouveau président de l'OGC Nice, avec cette candidature à la mairie sur la liste Ciotti? Écoutez la réponse du président niçois. Je suis pour l'OGC Nice. Dans la vie, on peut avoir deux activités qui sont totalement séparées. On vient pour le club, pour cette ville, faire une mission. En ce qui me concerne, c'est une mission du temps du championnat. Une fois que le championnat est terminé, je me retire. D'accord, mais vous ne mettez pas de côté vos activités? Pas du tout. Ça, voilà. Mais voilà. Donc non, j'ai deux activités. Et s'il vous plaît, on ne parle plus de l'autre sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'évidemment, il faut faire attention à ces prises de parole maintenant, Léandra, du côté de Jean-Pierre River, parce qu'il n'est plus seulement président de l'OGC Nice, ou ancien président, ou ancien propriétaire de l'OGC Nice, il est aussi sur une liste électorale. Bah, de toute façon, il y a des municipales en mars. Toutes les prises de parole maintenant vont être comptées comme des discours de campagne. Donc c'est important que ça ne devienne pas déloyal non plus. Voilà, Jean-Pierre River, il a très bien fait la part des choses, tout en expliquant que ça serait Maurice Cohen qui aurait la gestion quotidienne du club, parce que lui n'aurait pas forcément le temps d'être tous les jours au centre d'entraînement. Et y compris la parole médiatique. Oui, c'est ça, il ne va pas parler. Tout à fait. Il ne parlera pas. Jean-Pierre River, voilà, ne parlera pas en tant que président de l'OGC Nice. C'est Maurice Cohen qui parlera. Et puis c'est aussi un gage quand même, il faut le dire, envers Christian Estrosi, parce qu'il aurait pu mal prendre peut-être ce retour de Jean-Pierre River. Il y a une compétition entre Éric Ciotti aujourd'hui et Christian Estrosi. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique, loin de là. Mais voilà, chacun va jouer sa note et la politique va être mise bien à part de l'OGC Nice aujourd'hui. Ouais. Et c'est ce qu'il faut de toute Oui, façon. mais ça n'empêchera pas Jean-Pierre River de travailler dans l'ombre. Hein. Voilà. Et puis il connaît tellement bien le club depuis toutes ces années. C'est quand même grâce à lui que le club en est comme là aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a une crise profonde. Mais enfin, il a quand même relevé le club jusqu'à le qualifier plus de 7 fois en Coupe d'Europe. Donc voilà, il connaît parfaitement le club, il travaillera dans l'ombre et c'est pas plus mal. Mais il est parti 5 mois et le club est tombé dans la crise. Voilà. Et on s'attendait peut-être, parce qu'on disait en ville aussi, tout le monde nous disait Jean-Pierre River va revenir avec un actionnaire, avec un nouveau propriétaire. Là pour l'instant, non, là c'est pas le cas. Mais c'était même pas du tout dans les plans de Jean-Pierre River. Pour en avoir parlé souvent avec lui, même le cinéma, la politique, quand on lui en parlait, nous, il y a quelques années, mais c'était hors de question. Mais bon, la vie fait que, parfois, les aléas, les opportunités, et là, c'est pareil. Quand il quitte l'OGC Nice, pour lui, c'est un départ définitif. Et s'il arrivait... Ça, c'était une éventualité possible de trouver un repreneur. Ce qui était certain, c'est qu'il ne revenait pas avec ce repreneur. Donc, pour lui, c'était clair. Mais là, aujourd'hui, c'est une situation où...
son retour personnel était prépondérant pour que Jim Ratcliffe accepte son projet. Si Jean-Pierre River refusait catégoriquement de revenir, son projet proposé à Jim Ratcliffe n'aurait pas pu aboutir. Donc c'était une question de vie ou de mort de son projet, de son retour. Donc il a accepté de le faire, c'est que quelques mois. Et grâce à Maurice Cohen, qui connaît parfaitement le club, il va pouvoir vraiment s'en éloigner et rester dans l'ombre, sans prise de parole médiatique, sans gestion quotidienne. Maurice Cohen qui connaît parfaitement le club. Est-ce qu'il connaît encore parfaitement le football? C'est la question aussi qui lui a été posée, Leandra, parce que, comme dirait Kylian Mbappé, le football, il a changé. Oui, je trouve qu'il a très bien répondu en disant oui, évidemment, le football a évolué, mais je suis resté toujours très proche de ce football-là, à regarder les matchs, à m'intéresser à ce que faisait l'OGC Nice. Et d'ailleurs, Maurice Cohen, tout le monde dit, Jean-Pierre River le premier, Fabrice Boquet nous l'avait dit aussi, c'est un ancien président qui a toujours été très bienveillant avec ses successeurs, toujours dans l'écoute, toujours dans le conseil aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'était proposé de devenir conseiller. Donc oui, le football a évolué, mais Maurice Cohen aussi, avec énormément d'expérience. Et oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est que faut voir aussi que dans ces entreprises, Maurice Cohen, il a toujours su évoluer aussi pour se mettre à la page et être dans la modernité. Donc il le fera aussi avec l'OGC Nice. Et déléguer. C'est quelqu'un qui sait déléguer, qui sait faire confiance aux gens en place. À la différence de l'équipe qui était à la tête, Fabrice Boquet le premier, qui voulait un peu trop s'immiscer de tout. Et donc en fait, les gens qui avaient un poste avec des rôles attitrés se trouvaient un peu brouillés parce que Fabrice Boquet, il mettait son nez. Et donc là, la différence avec un Maurice Cohen, c'est que lui va laisser travailler un Florent Maurice qui a son secteur, un Francaise qui a son secteur, et des joueurs qui ont leur secteur, et chacun s'attache, et chacun son rôle. Et lui, il aura son rôle de président, d'identité, de représentation, et après de gestion au quotidien, mais en déléguant et en laissant les personnes compétentes travailler. Alors, puisque tu parles des joueurs, évidemment, les deux présidents les ont rencontrés aujourd'hui. Ils ont rencontré également les salariés, mais il va y avoir un mercato d'hiver, évidemment. Est-ce que ça change la donne un petit peu pour l'OGC Nice, puisque Florian Maurice est toujours directeur sportif, Francaise est toujours entraîneur de l'OGC Nice. Quel mercato, du coup, pour l'OGC Nice? Comment tu imagines, toi, Aurélien, ce mercato niçois? Est-ce que, selon toi, cela peut changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose dans l'approche et dans la négociation des transferts, bien sûr. Parce que l'image que renvoyait ce club était délétère. Et un changement de présidence fait quand même beaucoup au niveau de l'image. Donc forcément, les joueurs potentiellement approchés sur ce mercato-là, on parle évidemment d'un buteur, pourquoi pas d'un autre défenseur central vu les blessés, mais seront forcément plus enclins à rejoindre un club qui essaye de se relever de cette manière-là. Donc évidemment. Alors on va écouter évidemment Jean-Pierre River sur ce sujet et le rôle d'Ineos dans tout ça. Est-ce qu'il y aura de l'argent à dépenser sur ce mercato d'hiver? Écoutez la réponse du président niçois. Quand par exemple cet été il y a beaucoup de ventes et moins d'investissements, il faut savoir que la différence, c'est pour combler des déficits. C'est-à-dire depuis que l'actionnaire est là, il comble chaque année des déficits, pour certains très importants, donc il a comblé. Donc l'actionnaire aujourd'hui a une activité qui n'est pas au mieux dans le business que fait Ineos aujourd'hui, c'est une activité très compliquée, mais on va se débrouiller, on va faire ce qu'il faut et on va travailler au mieux pour faire en sorte d'avoir un mercato qui permette de répondre aux attentes des besoins dont a l'équipe. Mais pas de chiffres, voilà, on va travailler, on est là pour ça. Parce que William, le problème il est toujours le même, il n'y a pas de sous. Là, à dépenser, ou pas beaucoup, en tous les cas, à dépenser sur ce mercato d'hiver. Moi, je l'ai déjà répété 100 fois, le problème de cet été, ça n'a pas été les sous. Parce que tu as quand même dépensé 40 millions d'euros cet été. Donc c'est la façon dont tu les as dépensés, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, les premières indiscrétions que je peux avoir, c'est que cette nouvelle présidence va s'attacher à avoir une réelle cohésion, unité dans les choix. Ce qu'ils veulent, c'est arrêter de dire « ouais, mais lui, ce joueur, c'est le directeur sportif qui l'a choisi, lui, c'est le coach qui l'a choisi, lui, c'est un tel qui l'a proposé. » Non. Aujourd'hui, ce mercato-là, il est interdiction de le louper. C'est cette conscience qui est en interne. Donc, interdiction de le louper, il faudra une unanimité, une cohésion sur toutes les pistes choisies. Et il n'y aura pas de joueurs recrutés s'il n'y a pas unanimité sur le profil humain et footballistique du joueur. Mais le problème, Antoine, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de personnes qui vont décider maintenant? Est-ce qu'on ne craint pas la cacophonie avec un président, un vice-président délégué, un directeur sportif et un entraîneur qui se mêle aussi parfois du mercato?
Je pense que pour le recrutement, il faut laisser faire le directeur sportif. Hein. Après, c'est à eux de s'organiser. Je pense que là, ils vont avoir pas mal de réunions, pas mal de discussions pour essayer de s'harmoniser tous ensemble et voir comment ils vont travailler. Les besoins, Léandra, aujourd'hui, pour toi, pour cet effectif de l'OGC Nice? Aurélien les a très bien ciblés, hein. C'est un buteur absolument, parce que là, on peut pas continuer comme ça. On l'a encore vu contre Lens, un match de bonne facture, mais si ça plante pas, c'est impossible d'avancer. Et puis un défenseur central, parce que Djoumaba et Opong, alors c'était assumé au mercato d'été de dire on va prendre des jeunes, il y en a d'autres qui vont revenir. Et finalement, le retour d'Abdelmonem repoussé, Bombito qui se reblesse, Dante, les genoux, ça va être très inquiétant pour la suite de la saison. Donc oui, c'est les deux postes, les deux surfaces, là où on doit être décisif, où il va falloir un petit peu recruter. Et puis, milieu de terrain, moi je voyais plutôt un milieu créatif. Je sais qu'a priori, le club recherche plutôt un milieu plus physique, mais je trouve que ça manque quand même d'idées. Donc, Ça manque de créativité, effectivement, au milieu. Oui, mais la prépondérance, c'est dans la dimension athlétique. Ouais. Et là, tu as des grosses lacunes, que ce soit un Abdoul Samed ou un Charles Van Hout, quand ils sont alignés en sentinelle pointe basse, c'est pas assez dans l'impact, dans la récupération. Donc je pense que défenseur avançante, c'est une certitude. Un milieu de terrain, grosse densité athlétique, c'est pas loin derrière. Et un latéral gauche, parce qu'on sait qu'Ali Abdi, parfois, n'est pas au top. Jonathan Klaus, est-ce qu'il va partir au mercato d'hiver ou pas? Il faudrait à ce moment-là peut-être aussi un latéral droit. Ça va être en fonction des opportunités et des finances aussi, et des départs, parce qu'il va y en avoir, forcément. Alors, Mofi Boga, ils vont partir, évidemment. Est-ce qu'ils vont être vendus? Mais c'est une obligation pour l'OGC Nice. Alors, même si l'un, pour ne pas le citer, Jérémy Boga et son agent, qu'on va reciter, Meissa Ndiaye, n'en démordent pas et veulent porter plainte contre l'OGC Nice, cette fois, plus contre les supporters ou X, contre l'OGC Nice, pour dénoncer le contrat et le faire casser, qu'il y ait une rupture immédiate et que le joueur puisse partir libre et signer dans un nouveau club avec une prime à la signature. Ça, c'est le jeu de Meissa Ndiaye et de son joueur, mais le GC Nice n'a aucun intérêt à aller là-dedans et il y a de très infimes chances que ce que veut faire Boga et son agent réussissent. Donc oui, ils vont être vendus, mais le problème, c'est à quel prix. Donc, oui, parce qu'ils ont perdu de valeur. Par exemple, je pense que pour un Terem Mofi que tu as acheté 22,5 plus les bonus qui devaient atteindre 30, si tu en arrives à tirer 15, c'est déjà magnifique. Ah ouais, même 15, je trouve optimiste. Mais non, j'ai dit, si tu arrives à en tirer 15, c'est magnifique. Donc si tu en tires 10, c'est pas trop mal. Quoi, voilà. Sur les deux, avec le ruban sur la tête, je mets, à défaut de bonnet. Et sur les deux, il faudra accepter de perdre de l'argent, que ce soit Boga mais c'est ou une Mofi, évidence. de toute façon. C'est une évidence, mais c'est de l'argent quand même qui va te permettre de réinjecter derrière. Parce qu'il y a un point aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le salaire que tu vas économiser. Les deux, ce sont des salaires à 250 et 300 000 euros par mois. Il va falloir faire vite quand même, Antoine, parce que pour les vendre ces deux-là, si tu comptes sur leur argent pour recruter derrière, parce que aujourd'hui, ça ne se bouscule pas énormément pour Jérémy Boga, peut-être un peu vers l'Italie, mais pour Terem Mofi... Après, moi, je me dis que Jean-Pierre Hébert arrive à joindre Jim Ratcliffe pendant 2 heures et à lui soumettre l'idée de faire partir Fabrice Bocquet. Donc peut-être qu'il peut aussi l'appeler pour lui dire écoute, on a besoin de liquidité. Et ça, c'est moins. Le problème aujourd'hui d'Ineos, c'est que non seulement à Manchester, ils ont perdu 1,5 milliard. Ils ont mis 400 millions d'euros, a dit Jean-Pierre Hébert tout à l'heure, dans le Nice depuis qu'ils sont au club. Oui. Ils perdent 1,5 milliard à Manchester, qui est le plus gros déficit historique du club. Et l'entreprise Ineos, ça tombe pas. C'est de la pétrochimie. À l'époque de l'écologie, la pétrochimie, c'est pas trop dans l'air du temps. Donc le problème, c'est qu'Ineos est vraiment aujourd'hui en manque d'argent. Est-ce que ce serait pas le moment, du coup, là, vraiment, de construire des passerelles avec Manchester, de récupérer des joueurs là un peu... Aujourd'hui que Jean-Pierre Hébert a renoué le dialogue concrètement avec Jim Ratcliffe, il a aussi demandé à ce qu'il y ait plus de relations avec Manchester United. Parce que j'ai cru lire quoi, Ugarte, que Manchester ne voulait plus, Manchester United. Ugarte, se débarrasser d'Ugarte. Ugarte, ils l'ont acheté combien? Ils l'ont acheté 70 60 millions. 60, 70. Ouais, mais pour 6 mois, quoi, pour relancer 6 mois. Ouais. Mais c'est un beau cadeau, s'ils font ça aussi. Moi, je veux bien, je le prends. Il faut y croire à ça, puisque c'est Noël. Si, je sais pas combien a joué de matchs Ugarte, par exemple, mais si Ugarte il a joué, s'il est opérationnel, s'il a joué moins de 10 matchs cette année et que tu l'envoies en prêt à l'OGC Nice et qu'il y a un accord sur on paye moitié les salaires, peut-être que ça va être un arrangement possible. C'est le genre de possibilité. Ouais, il va falloir voir évidemment avec Manchester United ce qui peut
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle passerelle qui peut se créer parce que tout le monde en a besoin. Manchester a besoin parce qu'ils ont beaucoup de joueurs et il y en a qui jouent pas. Et pour les revendre derrière, ça sera compliqué. Tu les prêtes à l'OGC Nice qui a besoin de joueurs et qu'ils les mettent en valeur et peut-être qu'ils vont pouvoir être vendus derrière. Le problème, c'est est-ce que tu as envie de venir jouer le maintien à l'OGC Nice quand tu joues à Manchester United? Non, mais ça, c'est après. C'est formateur. C'est formateur, mais pour des joueurs, tu as besoin de joueurs un peu confirmés. Peut-être qu'il y a des joueurs aussi, des fois, qui sont tristes quand ils jouent pas et de retrouver les terrains, ça leur donne du baume au cœur, une envie et faire leur métier. Il ne faut pas oublier que derrière les joueurs, il y a des hommes qui ont envie de faire leur métier aussi. Après, moi, ce ne sera pas possible, mais je rêve que Jean-Pierre River revienne aux affaires. Je rêve d'un coup comme il faisait à l'époque. Les Ben Arfa, les Balotelli, qui finalement n'ont pas coûté beaucoup d'argent à part le salaire. Ou même Snyder, pourquoi c'était raté, mais voilà, il doit l'avoir en tête, Jean-Pierre River. Je suis sûr qu'il a. Il a toujours un petit truc en tête. Je repars sur un indiscret ou pas? Allez, vas-y. Non, mais par rapport à l'indiscret. Il a perdu un peu la fibre du coup il y a 4 ans, il y a 3 ans, Jean-Pierre River. Quand il était à 2 doigts de faire Edinson Cavani, et que le frère d'Edinson Cavani était d'accord sur le point de vue salarial, tout ça, mais lui dit juste 100 000 euros de prime. Voilà. Sur 100 000 euros de prime, et Edinson vient. Et Jean-Pierre River a demandé à Ineos de faire cet effort-là, ils l'ont refusé. À partir de ce moment-là, Jean-Pierre River a dit c'est fini, je ne propose plus rien à Ineos. Donc, il y avait une fracture. Peut-être que là, on va repartir sur une nouvelle base entre Ineos et Jean-Pierre River. Bon, voilà, ça c'était le deuxième indiscret. On va passer au véritable indiscret de la semaine parce que Will nous a gâtés jusqu'à présent. Je suis en forme aujourd'hui. C'est notre Père Noël à nous. C'est le Père Noël, Will. Allez, on y va pour l'indiscret. L'indiscret concerne l'ancien président, dorénavant, Fabrice Bocquet. Alors, c'est peut-être moins drôle pour lui, évidemment, et on est un peu désolé quand même pour lui que ça se finisse de cette façon-là, parce qu'au-delà peut-être d'avoir chacun son avis sur sa présidence, c'est un homme plutôt sympathique et avenant et qui nous a toujours répondu de façon normale. Mais là, pour le coup, Fabrice Bocquet, William, c'est compliqué pour lui, ça a été compliqué ces dernières semaines. C'est compliqué depuis un petit moment parce qu'en fait, on l'a souvent répété, Fabrice Bocquet est un très bon gestionnaire économique, des finances. Ça, franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Très compétent. Mais sa personnalité, son ego fait il avait envie d'un peu de déborder de ces tâches-là et s'impliquer sur tout. Donc, il visait depuis très longtemps ce poste de président, en fait. C'est ce qui l'anime. Le problème, c'est qu'il n'a jamais vraiment perçu l'identité niçoise. Il n'a jamais su s'acclimater. Là, en dernier exemple, depuis qu'il est président, la couleur des maillots, ça a été un problème, la jauge au stade, ça a été un problème. J'ai envie de parler d'autre chose, c'est ce mur au centre de formation, il y a quand même un mur où il y a écrit OGC Nice Formation en bleu et blanc. En bleu et blanc. Donc c'est quand même un gros problème d'identité de l'OGC Nice, de perception de ce qu'est ce club. Ça fait partie de tous ces mauvais choix qu'il a pu avoir. Et aujourd'hui, le club partait en jachère. Et lui, dans la communication, dans sa gestion, n'arrivait plus à renouer les liens entre quiconque. Léandre en a parlé tout à l'heure avec le coach, ça passait plus. Avec Florian Maurice, ça passait pas beaucoup et ça passait vraiment plus depuis le dimanche de retour de Lorient où Florian Maurice s'est senti abandonné. Maintenant, on peut le dire ouvertement, avec Jean-Pierre River, ça ne passait pas du tout. Les deux hommes ne se supportaient pas. Et aujourd'hui, quand Jean-Pierre River a voulu vraiment revenir pour aider ce club, il a concrètement dit à Jim Ratcliffe, il faut que Fabrice Bocquet s'en aille. Donc, Fabrice Bocquet, il n'est pas parti d'un commun accord avec le GC Nice, comme ça a été annoncé, pour ne pas froisser les égos. Fabrice Bocquet a été licencié par l'OGC Nice. C'est Jean-Claude Blanc qui lui a annoncé, il y a quelques jours, si ce n'est hier ou avant-hier, la décision de son départ. Il a été indemnisé jusqu'à la fin de saison. Et voilà, Fabrice Bocquet est tombé de sa chaise, si ce n'est du 36e étage. Il ne s'attendait pas du tout parce que lui n'aurait jamais voulu lâcher son poste. Contrairement à ce que peuvent dire certains journalistes, je pense notamment à Romain Molina qui a dit beaucoup de bêtises aujourd'hui. Donc Fabrice Bocquet n'a pas démissionné, il a été viré. Et de deux, Jean-Pierre River n'a jamais critiqué Ineos. Ça, c'est au contraire. C'est même nous qui lui avons trop souvent reproché de cajoler Ineos, de caresser Ineos dans le sens du poil, de toujours dire grâce à Ineos on en est là. C'est une réalité. Et même en off, même depuis qu'il a quitté le club, Jean-Pierre River a toujours dit heureusement qu'Ineos est là. Donc il y a pas mal de conneries qui ont été écrites parce que aussi Fabrice Bocquet
avait noué certains réseaux, relations avec certains journalistes qu'il nourrissait et qui lui permettaient d'avoir un peu de poids. Mais concrètement, à l'OGC Nice, pour le bienfait du club, et Fabrice Mouquet n'était pas du tout l'homme de la situation. Voilà, donc pour cet indiscret de la semaine, Maurice Cohen viendra sur le plateau de Gym Tonic début 2026. Il nous l'a promis. Et pour tout dire, il a failli venir aujourd'hui, d'ailleurs, Maurice Cohen. On était en tractation avec lui, mais bon, c'est une journée très compliquée, très difficile. Et on a décidé donc de le laisser s'installer tranquillement. Et Maurice Cohen sera sur le plateau de Gym Tonic dès le début de cette année 2026. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le moment sur ces retours, ces doubles retours à la tête du club niçois. Vous en lirez certainement beaucoup plus dans les pages de Nice Matin, parce que c'est vrai qu'après l'émission, Léandra et Will en particulier ont du boulot pour écrire maintenant dans le journal. Nous, on va revenir un petit peu à un aspect sportif dans le focus de la semaine. Alors, c'est le moyen de parler un peu, Léandra, de ce match à Lens, quand même, malgré tout, ou même s'il y a eu cette 9e défaite consécutive, il y a eu un petit peu mieux, on va dire, dans le jeu. On va se contenter de ça pour le moment. Et en particulier, grâce à Isaac Johnson. Oui, Isaac Johnson, on l'avait déjà vu bon à son entrée contre Angers, malgré un face-à-face manqué. On l'avait vu intéressant contre Braga. Et puis là, il a encore été bon, voire très bon contre Lens. Alors il manque toujours cette stat pour valoriser un petit peu ce qu'il a fait. Mais on le voit plus entreprenant, plus d'énergie, plus de confiance aussi. Mieux servi par ses coéquipiers, parce qu'à un moment, on avait quand même le sentiment que ses coéquipiers le voyaient libre, mais il passait par un autre côté. Comme s'il y avait un manque de connexion. Une mauvaise intégration aussi, mauvaise peut-être. intégration aussi. Et donc, dans cette période où il y a très peu d'espoir, entre guillemets, sur le terrain. On avait, en tout cas sur le terrain, voilà, on avait envie, il faut jamais rechigner sur un peu de positif, et on avait envie de valider, un petit peu de valoriser ce que fait Isaac Johnson en ce moment. Aurélien, c'est un joueur qui, selon toi, peut encore progresser dans cette deuxième partie de saison. Il peut être un atout pour l'OGC Nice. Bon, on l'a déjà très clairement vu par rapport à ses premières sorties. On a l'impression qu'il s'est affûté déjà physiquement, qu'il est en train de se mettre un peu au niveau physique que requiert la Ligue 1. Bon, faut pas oublier qu'il est arrivé du championnat autrichien, ce qui n'est pas non plus la même chose au niveau du physique là. Et puis c'est un joueur qui a joué à son poste aussi contre Lens. Enfin, il a joué attaquant gauche, son poste naturel, ailier en tout cas. Il avait été un peu trimballé par la force des choses entre le poste d'attaquant, de piston gauche même parfois, de second attaquant de soutien, etc. Selon les systèmes de Francaise. Là, dans ses dispositions habituelles, il a fait un bon match, donc reste à confirmer. Mais c'est plutôt intéressant. Les stats de Isaac Johnson depuis son arrivée du côté de l'OGC Nice. Voilà ces stats, 469 minutes jouées pour 12 matchs, 11 tirs, 1 but. Quand même, je ne me rappelle même plus de son but. Mais contre tu Lille. rigoles quoi, contre Ah oui, Lille. contre Lille, t'as raison, il est important ce but en Mais plus. oui, passe de Ouais. Morgan Sanson. Ouais, tu as raison. c'est vrai. Mais, Mais ça fait tellement longtemps que l'OGC Nice n'a plus marqué de but qu'on Mais- s'en souvient plus. Des mais buts. lui, franchement, Ouais. depuis qu'il est arrivé, Il essaye. mais il y avait quelque chose. J'étais peut-être à contre-courant au départ, moi. Mais moi, je voyais quelque chose. Et surtout, c'est pas une question de positionnement par rapport à ce que disait Aurélien. C'est que c'est plus une question de... Parce qu'il a toujours été aligné à ce poste du 3-4-3 devant. C'est plus une question d'acclimatation, en fait. Il jouait dans le championnat autrichien, Rapide de Vienne, il est suédois, il débarque sur la Côte d'Azur, parle pas un mot de français, dans un championnat de Ligue 1 très exigeant physiquement, c'est un petit gabarit, donc il a pris beaucoup de tampons, il va falloir qu'il se muscle. Et là, par contre, ce que j'apprécie énormément et ce qui me donne encore plus confiance, c'est qu'il montre le bout de son nez dans le marasme. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur la bonne période de certains coéquipiers qui le mettent un peu plus en valeur, sur une équipe qui marche un peu mieux, qui le permet de se mettre en valeur. Non, c'est de lui-même que dès qu'il touche le ballon, il va chercher de la percussion vers l'avant, il va vers le but, il cherche des centres, il cherche des frappes, il se procure des situations devant le but. Donc même dans une équipe qui ne marche pas, qui ne va pas bien, lui arrive à se trouver, à tirer son épingle du jeu. Donc je me dis, quand l'équipe va commencer à tourner, lui fera partie de ceux qui marcheront le mieux. Antoine, est-ce que ça peut être un beau théâtre
Isaac Johnson dans cette Mais équipe de l'OGC Nice. c'est vrai qu'en fait, il a un petit peu le style hein, de loin, un petit peu. Voilà, mais quand je vois ses stats, là, 11 tirs, 8 cadrés quand même. C'est Eh oui, c'est pas mal. vrai. Donc il cadre. Bon, après, c'est vrai que malheureusement, il a raté des buts tout faits contre Braga ou Angers. Tout fait. Le Voilà. gardien a le droit de faire des parades aussi. Oui, bien, c'est sûr, mais bon, il est seul quand même face au cage. C'est toujours rageant. Après, je dis pas. Romélé, il tire pas dessus. C'est un arrêt déjà du pied, Braga, il va Braga. aller chercher- C'est un bel arrêt du pied du gardien. Non, garanti, mais il Non, tire mais pas bon, dessus. c'est rageant. Voilà, c'est rageant. Bien Il est- sûr, il est mais je bien- préfère voir les frappes il est de bien- Johnson que de et- Kevin Carlos Oui, ou bah, c'est- toi, tête de Kevin Carlos. Ouais, voilà. Kevin Carlos, il cadre pas une frappe, malheureusement. Mais lui, on voit, voilà, sur 11 tirs, 8 cadrés, ça prouve déjà bon, qu'il est précis. Et puis là, c'est vrai qu'on a l'impression que, comme le disait dans son papier cette semaine, Leandra, il lâche rien à l'entraînement. Voilà, c'est un joueur qui a toujours travaillé, même s'il avait la tête dans le seau, et même s'il il rentrait pas en cours de match, ou juste des bouts de match, il a toujours continué à travailler, et bon, bah, ses efforts payent. Peut-être que le fait de ne pas connaître la langue, ça l'aide aussi à rester concentré et focus, parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui, et puis, non, mais, oui et non, parce que quand même, intégrer ce vestiaire-là, quand on arrive comme ça du championnat autrichien, qu'on est suédois, qu'on ne parle pas la langue, c'est compliqué. Tu le disais un petit peu aussi, mais l'intégration a été difficile pour lui. Oui, difficile parce qu'il y a déjà des clans formés. Alors oui, en plus, ils ne parlent pas français. Il y a quand même des joueurs anglophones, et notamment Opong, mais Opong, il s'était plutôt rapproché, lui, de Abdoul Samed, qui est ghanéen comme lui, de Terem Mofi aussi, avec qui il va souvent manger. Alors là, il y a des rapprochements, petit à petit. Je pense qu'aussi, le fait d'être un peu mieux sur le terrain, ça permet peut-être de plus s'ouvrir aux autres, parce que finalement, de commencer, d'être pas bon sur les 5 premiers matchs de la saison, bah, ça crée tout de suite voilà, un petit gouffre entre ses coéquipiers et lui. Donc je pense que ça ne l'a pas aidé. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit pour tous les joueurs étrangers, à part, comme on l'a dit, Opong. Mais Kevin Carlos, je pense que dans l'intégration, c'était pas fou non plus. Donc, il y a tout un environnement au club qui n'a pas favorisé non plus une intégration, ça c'est sûr. Allez, on va écouter Francaise, l'entraîneur de l'OGC Nice, ce qu'il pense donc de la progression d'Isaac Johnson. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Bah, il est, il est assez entreprenant, avec ou un peu de réussite, ou un moins bon gardien sur sa frappe. Il aurait pu être et passeur et buteur. Et puis on le retrouve avec son dynamisme, sa capacité à éliminer. Et puis voilà, il est, je pense pas, il n'a jamais été aussi proche, en tout cas, de marquer ou de faire marquer. En tout cas, il s'en est donné les moyens, et oui, il est dans une bonne période. Mais moi, ce que j'avais déjà dit, je pense ici, c'est que même quand c'était plus compliqué, il a eu une période un peu plus compliquée à un moment, mais il a quand même toujours, s'est toujours engagé à l'entraînement, et il a toujours répondu présent à l'entraînement. Donc, c'est un joueur qui a des qualités. C'est qu'à un moment, ça. Quand on lâche pas cette partie-là, ça peut que revenir. William, tu crois dans la deuxième partie de saison d'Isaac Johnson ? Complètement. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est vraiment le voir pointer le bout de son nez, là, dans cette fin de saison, de fin d'année, où vraiment il n'y a rien qui tourne autour de lui, se créer des situations. En fait, si tu enlèves Isaac Johnson de ces dernières semaines, il ne se passe rien du tout. Puisque les meilleures occasions, c'est toujours lui. Donc, clairement, quand l'équipe va aller mieux, il va faire partie de ceux qui vont tirer le groupe vers le haut. Et encore dimanche, c'est celui qui pourra peut-être tirer les autres vers le haut en marquant, en faisant marquer, en donnant de l'activité, quoi. Voilà, ce qu'on espère évidemment pour ce match de dimanche dont on va parler tout à l'heure. Mais avant cela, eh bien, c'est le retour du gymtomètre. The Christmas Gymtomètre, Tout à ma fait. chère Léandra, juste avant Noël. Quel anglais. Ouais, t'aimes ça. Les notes donc des joueurs de l'OGC Nice, Will et toi. Bon, ça va Aurélien aussi. pas... Et Aurélien, c'est vrai qu'on a intégré le jeune Aurélien dans les notes maintenant. Contribution minime. T'as quoi, Il a mais foutu un bordel. Elle existe. Bon, ça vole pas bien haut. faussé. Hein, Léandra ? Non, ça vole pas bien haut. Non, déjà ça volait pas bien haut mi-octobre quand on avait fait le premier. Ouais, alors là. Et d'ailleurs le classement, le top 3 en tout cas, n'a presque pas changé, en tout cas pour les deux premiers. C'est toujours Boudaoui qui est en tête, mais il a perdu plus de 2 dixièmes par rapport à la note qu'il avait Comme mes yeux, moi. sur mi-octobre. Donc là il est à 5. Opong qui lui était à l'équilibre, il avait déjà 4,8 mi-octobre. Et puis Diop qui fait sa percée dans le classement au gré de son mois d'octobre qui avait été quand même
assez convaincant. Avec ses 6 buts, ouais. Ouais, malheureusement, la Bah, il a dynamique baissé. a baissé pour lui, c'est ce qui fait qu'il n'est pas plus haut, parce que je pense que Ouais, s'il parce qu'on avait pouvait penser continué... qu'il pouvait être premier, Soufiane Diop de ce C'est classement ça. aujourd'hui. Et Non, ses finalement, dernières notes ont vraiment pas été bonnes. Mais je D'ailleurs, crois- le coach le disait. Je crois que tu avais dit quand il était venu à l'émission que s'il avait des... Oui, il lui manquait une note. Il pour lui être- manquait Il juste une aurait note, été sinon il premier. avait 5,6 ou Tout à 5,7 fait. de moyenne, je Ouais, crois. ouais, donc, à cette on voit époque-là. Ça veut quand dire même qu'il a une perdu chute. quasiment Ah un ouais, point ouais. en un mois et demi, quoi. Bah, on le voit beaucoup moins, hein. Il a un peu sombré avec le reste de ses coéquipiers. Comme le disait le coach la semaine dernière en conférence de presse, parce que peut-être qu'il s'éparpille un peu, il veut en faire plus que ce qu'on lui demande. Et puis aussi, il était sur une réussite exceptionnelle. La moindre frappe qu'il mettait, ça partait en but. Donc là, moins de réussite, tout de suite, on le voit moins. Bon, Boudaoui, prime à la régularité peut-être un peu, même si lui aussi, il a été absent parfois. Je pense que là, c'est surtout le début de saison tout à fait. qui valorise sa note. Parce que lui, par contre, en début de saison, il faisait partie de ceux qui portaient l'équipe avec Sofiane Diop, justement. Donc lui, c'est plutôt la régularité du début de saison avant son creux depuis la blessure contre Paris FC, qui date quand même de fin septembre. Donc ça fait un petit moment déjà. Et depuis, c'est vrai qu'il est bien en moins bonne forme, clairement. Et des problèmes à la hanche aussi. Oui, de la blessure, un coup à la hanche. Mais ça fait des Tu années m'écoutes qu'il pas le traîne. quand je parle Si, non, Paris c'est FC, une c'était blessure. ça la blessure Paris FC. Ouais, c'est la hanche. Oui, mais c'est toujours la même qui revient, quoi. Non, La non, dernière- non, Non, c'est maintenant, pas- c'est non. au bassin, c'est ça. Ouais, c'est le bassin, c'est un coup à l'os iliaque là qui est parti, et maintenant c'est la hanche qui L'année le dernière, les Bon, problèmes de hanche. en douloureuse. tous les cas, C'était le à dos. part Boudaoui, tout le monde, personne n'a la moyenne dans cette équipe de l'OGC Nice pour le moment. Ça, c'est incroyable comme note. Bah, moi, ça me surprend pas. Hein. Bah non, Non, mais ça ne surprend pas. Mais tu dans te une dis, équipe qui c'est fait 9 représentant, défaites mais- consécutives, mais c'est non, normal. mais franchement, c'est pas surprenant du tout. Hein. Qui pourrait avoir la moyenne, c'est pas possible. Le flop 3. Le flop 3, eh ben, c'est en tout cas le pire niçois est toujours le même, c'est Djoumaba, Ça, c'est étonnant. malheureusement. Mm. Djoumaba Les boîtes à chaussures à la place des entouré, pieds, lui. entouré d'Abdoul Samed, une autre recrue, et puis Tom Louchet qui, depuis qu'il est au milieu de terrain, c'est pas flamboyant. Je pense que c'est peut-être mal entouré, ou en tout cas un choix de carrière un petit peu contestable. Ouais, il faut qu'il s'en aille lui. Tom Djoumaba Louchet. Non, Tom Louchet. Ah, mais Djoumaba aussi, non Non, parce que Il pourrait casser son prix, Tom hein, Louchet, Djoumaba, non il est plus du tout l'esprit pour jouer à l'OGC Ah. Nice en fait. Mm. Voilà, déjà en début de saison, quand il va voir ses dirigeants au lieu de parler à son coach C'est vrai. pour exiger de jouer au milieu de terrain et non piston droit, déjà c'était pas très respectueux de son entraîneur. Surtout qu'en piston droit, il avait été plutôt cohérent en plus. Mais c'est Oui. c'est dire sa C'est- lucidité Ouais, à ce ouais, garçon. ouais. Il a fait ses meilleurs matchs, Ouais, même, Voilà, piston mais droit, c'est- Tom Louchet. c'est dire sa lucidité. Et puis le dernier point, il a quitté son agent niçois qui le suivait depuis sa formation quand même à l'OGC Nice. Hein. C'était celui qui lui avait fait obtenir le contrat pro, celui qui était en train de négocier sa prolongation à l'OGC Nice. Bon, ben voilà, il s'en est séparé pour prendre un autre agent qui va lui permettre d'être transféré. Parce qu'il veut à tout prix être transféré. Ben, sois transféré, garçon, et on te regrettera pas. Et Djoumaba, Aurélien, est-ce qu'il faut casser son prêt là? Alors, t'as pas beaucoup de défenseurs centraux pendant la Coupe d'Afrique des Nations, donc ça serait peut-être compliqué pour Francaise, mais le fait est que il met pas un pied devant l'autre. Il faut casser le prêt. Je pense que son impact est plus négatif que positif. Donc certes, il y a une... T'as pas un jeune que tu peux faire jouer à la place, quoi, de c'est Djoumaba? ça. C'est ça. L'année Ça dernière, serait pas tu pire, quoi. L'année dernière, utiliser le tu as groupe vu ce que plus tu jeune. faisais jouer. Nanjou, utiliser le Montero. voilà, Montero. Bah oui, mais bon, là, il a un Ce sera salaire pas pire. quand même, Djoumaba, qui doit être assez important. Non? Après, je pense que Manchester c'est un. City. Alors comment? Non mais moi la question que je me pose, c'est quand même comment Manchester City, qui est un club sérieux, Ben, sur le papier. a recruté un tel joueur. Tu le vois faire 4, 5, 6 bonnes perfs dans une équipe espagnole anonyme. Et il a soi-disant 19 ans à l'époque. Oui, tu y vas, parce que tu te dis, ouais, 19 ans, potentiel et tout. Sauf que Mais tu vois Mais tout de à Lens, suite. il a fait des bonnes choses. Hein. Ouais, enfin bon. c'est encore. Son âge, je n'ai pas sûr, Bah, certain. quoi. après, il est jeune. Il n'a voilà. pas 21 ans. Regardez Malansar qui a eu beaucoup de difficultés à un moment donné et qui là a fait une saison exceptionnelle avec Lens. Ouais. Bon, peut-être que dans sa carrière, il a peut-être besoin de passer par là. Malheureusement, ça passe quand il est à l'OGC Nice, il est jeune. Voilà, faut pas non plus lui jeter la pierre. Malheureusement, ça tombe chez nous, donc il nous apporte rien. Autour de 60 000 € par mois, on me dit dans l'oreillette Djoumaba. Ouais, bon, voilà, Ouais, tu peux économiser, 60 000 ça. euros, il y en a, Un peu de il y en a ça, qui sont payés libérer beaucoup plus. des- hein. Moi, je les des prends. fonds. Pour Voilà. faire ce qu'il fait, je les prends. Non, mais bon, après, voilà, faut pas dire que ce garçon, faut pas dire qu'il est mauvais. Si, on peut Non, le mais dire. oui, là, mais il est pas Si. dans une bonne passe. Peut-être qu'on verra dans 2 ans. Et Il peut-être avait été qu'il- bon dans la période où le gym a gagné contre Lyon, Rennes, Lille. Alors quand ça- après sur l'homme,
on va dire qu'il au Il est- contact, il y va. Sauf qu'il a toujours un temps de retard. Oui, voilà, il Non, n'y va pas il dans le manque bon pas- timing. Voilà. Il Il y a un sort mauvais trop des placement. fois pour rien et il se fait prendre dans le dos. Dans le placement, ça désarticule. Ça crée le déséquilibre dans la Et défense. Tactico, qu'est-ce qu'il en pense? Non, mais c'est vrai que contre Marseille, par exemple, pour reprendre que ce match-là, il y a des erreurs quasiment de débutants qui font que ça déséquilibre toute la défense. Donc forcément, certes, il y a des points positifs, mais par exemple, on va reprendre l'exemple de Malangsar. On voyait quand même que balle au pied, c'était plutôt bon, même s'il avait des sautes de concentration. Là, même Djoumaba, balle au pied, c'est pas du même niveau que Malangsar. Djoumaba, Opong, ces deux joueurs, normalement, ils étaient accompagnés d'un Oui, troisième voilà. d'expérience C'est ça. solide qui les encadrait. Exactement. Là, c'est pas le cas. Ils sont tous les. Tu arrives Bien des sûr. fois à avoir Mendy, Opong, Bas. T'as eu. Putain, sur les trois, il n'y en a aucun qui a de l'expérience. C'est compliqué pour le petit jeune, pour Ah, l'autre, la recrue, celui qui est en prêt. C'est compliqué. On a Mais un classement... vas-y. Pardon, Fanny. avec un prêt sans option d'achat, c'est sûr qu'on a moins envie d'être patient. Ah bah. parce qu'on se dit, en fait, pourquoi Oui. Tu vas à part pas... perdre des sûr. points, il Là, va t'as rien, il va compris, rien quoi. apporter. C'est- en Après, fait. C'est un faut pari souligner quand même perdu. qu'il joue plus depuis un bon moment. hein. Oui. Donc, Oui, mais là, il va jouer. T'as que deux... Ah, mais deux t'as pas le centraux. choix, t'as pas le T'as choix. deux Mais quand centraux, même, il faut. le staff s'est quand même aperçu qu'il valait mieux qu'il joue pas. Hmm. Quand même, faut leur reconnaître ça. Ils Ouais. n'ont pas insisté non plus des masses comme ils insistent pas des masses avec Kevin Carlos. Alors, on a un classement général? Bien sûr, évidemment. Ah, bon. Et dans ce classement général, ce qui est important de dire, c'est qu'on voit par exemple Melvin Barr qui se retrouve en milieu, dans le ventre mou de ce classement. C'est Jim Todor l'année c'est- dernière. c'est hein, étonnant, Melvin hein. Barr, Et donc Melvin, J'imagine il a plus bas 4,3. Mhm. Et Ben, comme tu l'as dit, Mika, il était Jim Todor, il avait 5,7 Ah ouais. la saison dernière. Ouais. On voit quand même un énorme Un déclassement. déclassement, ouais. C'est assez terrible à voir parce que, comme on l'a dit, on le dit souvent, c'est pas un joueur qui triche, mais c'est un joueur qui là est vraiment paralysé par ses doutes. Comme quoi, Carlos, tout il est arrive dans à la avoir tête. hein. 4 de moyenne quand même. Il arrive à avoir 4 de moyenne. Ouais, ouais. Mais c'est Ça, toi ça, qui- c'est Aurélien, ça. Tu l'as Non, surmonté, en plus, Aurélien, Kevin Carlos? Tu as mis 6 Oh le là match que là t'avais là fait. là là. là là. J'ai Bah, dû lui peut-être mettre- qu'il fait un bon match. J'ai dû lui mettre une fois un 6. Mais Ouais, il la avait dernière fait fois, un bon trois. match. Mm. Il a J'ai- fait j'ai un dû match faire de correct. Si je te mettais les mêmes notes à l'école, moi, tu vois. Et Je ce peux qui pas en ce qui a souligné aussi, c'est Charles Van Hout. Charles Van Hout qui était 3e Ah du oui. classement de la mi-octobre et qui là, on le voit, se retrouve 6e, 4,4. Ben voilà, typiquement l'inverse d'Isaac Johnson. Il a Charles, congé, lui. Charles Van Hout a besoin d'avoir des bons coéquipiers autour de lui pour donner la pleine mesure de ce qu'il sait faire. Parce qu'il ne sait pas faire grand-chose non plus. C'est pas un créateur. Non, mais c'est Oui. la réalité, c'est que c'est pas un créateur. Ah non. C'est un joueur d'équilibre. À la C'est pas un ça, on le artiste savait. du ballon rond, C'est quoi. pas un artiste et c'est pas non plus un gros laborieux qui fait 15 bornes par match et qui récupère 60 ballons. C'est pas ça. Donc, par contre, dans une équipe qui tourne, c'est un joueur propre, de première relance, qui sait jouer, qui a une bonne vision de jeu, tout ça. Fiable. Fiable, valeureux, d'accord. Mais il lui faut des bons joueurs autour. Et la différence d'un Isaac Johnson qui peut se débrouiller tout seul. Bon, voilà pour le gymtomètre que l'on retrouvera bien évidemment en 2026. On espère que les notes auront remonté. Oui. Ça voudrait dire que le tennis va mieux. Bah oui. Non, mais Bah, ça y est, le GCNIS va aller mieux, Oui, c'est oui, sûr. non, mais toi, oui, mais enfin bon, comme ça je y l'ai est. dit tout à l'heure, c'est pas Maurice Cohen, et Mais même non, s'il a un bon pied droit, Mais qui Dis va, Marc Debut. qui va rien, marquer rien des que buts. de voir les Sans sourires Paul Cohen, au peut-être club, de rien que de voir des mais salariés oui, qui ça fait pas continuent. tout, Mais oui. si, c'est une ambiance. Moi, quand j'étais aussi pessimiste sur le maintien, c'était à cause de ça. Mm. De l'ambiance en interne, de l'amorosité des gens qui presque, il y en a certains qui espéraient que ça perde au final. En Tellement attendant- qu'il y avait un désamour. En attendant, quand tu parles aux joueurs, c'est toujours... Mais oui, mais les joueurs, au bout d'un c'est moment, toujours ça va très basculer, triste, tu hein. vas enchaîner 3-4 bons de résultats et tu vas te sauver. Bon. Maintenant, c'est bon, tu vas te sauver. On voulait faire un petit aparté sur Dante, le capitaine de l'OGC Nice, qui dans cette période très compliquée, beaucoup de supporters, et nous aussi on s'est un peu interrogé sur le fait que voilà, il aurait pu prendre la parole à un moment donné, Dante siffler la fin de la récréation. Ça t'a été- voilà, on attendait un petit peu ça à un moment donné, Léandra. Ça m'a étonné, oui et non. Parce Mm. qu'en même temps, je comprends. Je Mm. comprends parce que c'est un joueur qui s'attendait pas à vivre ça sur sa dernière saison de football. Voilà, qui est de moins en moins sur les terrains. Et forcément, quand tu es de moins en moins sur le terrain, quand tu es blessé, quand à l'entraînement, tu plus avec tes coéquipiers, tu perds pas mal d'influence. Et il faut savoir, et on le dit depuis plusieurs années déjà, que Dante, ça fait quelques années, forcément, à son âge, il pense aussi beaucoup à lui, beaucoup à sa manière de gérer sa carrière. Et dans ce vestiaire où il ne se passe pas finalement grand-chose avec des joueurs qui ne se voient quasiment pas en dehors. Il n'y a pas une vie exceptionnelle dans ce vestiaire. Donc non, ça m'étonne pas spécialement que Dante n'ait pas pris la parole. Mais il aurait fallu peut-être à un moment une voix forte quand la tempête était forte là aussi Eh entre les joueurs, les dirigeants et les supporters, parce que
J'entends ce que dit Landrin, mais Dante, ça reste un vrai amoureux du club. Certes, mais bon, après, il y a aussi une différence de génération. Je pense qu'il a du mal à communiquer avec. Non, je vais pas dire voilà, les plus jeunes, je vais pas dire ce que j'allais dire. Bon, des joueurs qui sont moins motivés que lui. Voilà, lui, il est toujours dans Et moins l'exigence. professionnel. Voilà, il est toujours dans l'exigence. Après, il doit peut-être un peu aussi les saouler avec ça. Donc, à un moment donné, ils doivent se dire, bon, le vieux, là, le daron, là, machin. Alors qu'il a raison, il a raison. Voilà, mais bon, et donc, du coup, ils sont pas dans la même exigence. Donc, il y a des fractures qui doivent se faire un petit peu. Après, on a vu un joueur quand même qui a commencé à prendre le relais, un joueur blessé, c'est Youssouf Ndaïchi Millet. Oui, mais c'est pour ça qu'on attendait ça de la part de Dante. Exactement. Moi, je me suis interrogé du rôle de Dante après cet épisode-là, Exactement. en voyant Youssouf réunir tous les joueurs après Angers. Et sans Dante. Où était Dante à ce moment-là? Et Youssouf avait fait la même chose après Strasbourg, je crois, la saison dernière, après le match de Strasbourg, où il avait aussi. On le voyait haranguer les troupes dans les vestiaires. Donc, oui, après, c'est malheureux, mais peut-être qu'il y a des explications, sûrement, à ça. Moi, j'ai beaucoup vu les gens s'interroger, questionner. Moi, en fait, Dante, ça me choque pas, ça me surprend pas, et c'est pas ce que j'attends, sincèrement. Mais d'un capitaine, on pense à pas... José Cobos, mais est-ce que cette année... qui était là, qui rameutait les troupes, qui appelait les journalistes en 2002 pour dire le club va mourir, aidez-nous. Est-ce que cette année, il a le rôle de capitaine? Concrètement, il a joué 4 matchs, et il a été absent, je sais pas combien de temps de l'entraînement, donc du vestiaire, donc les mecs, il les voit jamais. Est-ce que c'est vraiment le capitaine cette année? Et est-ce que parfois on l'a pas même envoyé un peu à l'abattoir? Quand je le vois jouer à Porto, ouais, le pauvre. Voilà. Alors est-ce que Dante, il est content de se retrouver envoyé à l'abattoir à Porto, reprendre le brassard, jouer le rôle du meneur, mais en étant à 60% de ses dispositions physiques? Je crois pas. Est-ce que c'est à lui de s'impliquer dans les médias alors qu'il ne joue pas, avec des joueurs qu'il ne voit pas, avec qui il ne s'entend pas, faut le dire concrètement maintenant. Donc, non, Dante, il joue sa carte. C'est indiscret, ça aussi? Non, mais c'est une réalité, ça fait plusieurs années. Elle l'a dit, Léandra, la nouvelle génération, elle ne respecte pas Dante à sa juste mesure. Parce que la jeune génération, on n'arrête pas de leur dire dans leur dos, leur entourage, leur papa, leur maman, qui sont beaux, qui sont forts. Alors que quand tu as un coéquipier de 40 ans qui te dit t'en fais pas assez, faut que tu bosses plus, oh toi, hein, voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est bien compris Todibo. Au départ, c'était un peu compliqué dans leur relation, mais Todibo avait compris après tout ce qu'il pouvait apprendre de Dante. Pas jusqu'au bout. Ouais. Pas malheureusement, parce que moi je l'adore Todibo, je l'adore, hein. Mais il n'a pas compris encore jusqu'au bout. Parce que c'était vraiment le professionnalisme dans le football. Ce que fait Dante, c'est le professionnalisme extrême. Tu rentres chez toi, tu vas te faire les bains froids, les bains chauds, tu dors à 8 heures au lit, tu manges bien, tu fais ci. Oui, mais les joueurs, les jeunes, c'est des enfants gâtés. Ils préfèrent aller à la Cap 3000 avec mais parce que tout le monde leur dit t'es le plus beau, t'es le plus fort. Alors quel effort ils ont à faire? Rien. Ils s'en foutent. Donc tout leur va, tout leur convient. Et puis si le gym perd, c'est pas leur faute. C'est parce que le club va mal. Et ça donne quoi? Des joueurs qui font encore des prestations pitoyables depuis 3 matchs, alors que t'as jamais été autant au fond du trou. Donc ça montre que même là, ils ont même pas d'ego, même pas d'orgueil pour se relever. Est-ce que vous croyez que 3 mots de Dante va leur sortir l'orgueil? Bon, en tous les cas, Aurélien, avant d'écouter Franquès sur le sujet, on espère que physiquement, en tous les cas, Dante puisse revenir un peu sur les terrains en 2026. Mais on l'espère, mais franchement, ça a l'air d'être la saison de trop physiquement en tout cas. Et son impact sur le terrain, forcément, c'est réduit drastiquement. Mais quand bien même l'impact se réduit, Dante, c'est 10 ans au club, c'est une carrière qui parle pour lui. Au bout d'un moment, s'il avait parlé, son discours serait passé. Et quand bien même si son discours ne serait pas passé, c'est de la faute des jeunes. Mais voilà. Tout simplement. Mais oui, mais il va pas y aller encore plus. Mais il y a une chose très claire. Il y a un communiqué des joueurs. D'accord? Un communiqué dans lequel... Il fait partie des joueurs. Eh ben oui, mais lui, est-ce que vous croyez, quand on connaît son Dante justement depuis tant d'années, il cautionne... Est-ce que vous croyez que Dante cautionne ce communiqué? Comme on l'a déjà dit, tout l'allant, il cautionnait pas Anaïsna. Voilà. Et pourtant, c'est son avocat qui a rédigé le communiqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu la fermes, parce que tu laisses faire ce que t'es... Thierry Henry ne cautionnait pas. Voilà. T'es pas d'accord avec eux, mais ta voix ne compte pas parce qu'ils t'écoutent pas. Eh ben tu la fermes. D'ailleurs, c'est un peu le Thierry Henry de... Mais exactement, exactement. Voilà. Très bon Thierry exemple. Henry, il était allé voir le président de la République à l'époque. Et qui te dit pas que Dante est allé voir Jean-Pierre River et Maurice Cohen en leur disant je suis trop content que vous soyez revenus. Je dis pas qu'il a fait, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dante, avant le match contre Angers, juste après le communiqué,
moi, je l'ai vu, en tout cas, j'étais en tribune, et je l'ai vu prendre dans ses bras, vraiment, la directrice de la communication, Virginie Rossetti. Je pense que qui avait été convoquée, qui faisait partie des salariés convoqués par les joueurs. Donc je pense que c'était un message aussi pour dire non, il n'y a pas tout le monde qui cautionne. À un moment donné, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un vestiaire de joueurs amateurs qui sont en loisirs, c'est le domaine professionnel. C'est ton entreprise. Et quand ton entreprise, le vestiaire, c'est la petite entreprise dans l'entreprise. Ta petite entreprise prend un cap, prend un choix, fait une décision. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis, même si ce n'est pas la tienne. C'est la loi de l'entreprise. Et Dante est dans cette situation-là. On va écouter rapidement Francaise sur cette non-prise de parole de la part de son capitaine. Je crois qu'on a été beaucoup à s'exprimer pendant un certain moment. On a décidé justement depuis un moment de ne pas en parler. Et puis après, quand on est blessé hors du terrain, maintenant ça fait plusieurs mois, je pense que pour lui, c'est d'abord une situation qui est d'abord difficile à vivre. Voilà, évidemment, il ne voyait pas son ultime saison de joueur de cette manière-là. Et vous savez aussi très bien qu'un joueur, quand non seulement il n'est pas sur le terrain en compète, mais pas non plus sur le terrain à l'entraînement, que d'avoir un véritable poids, c'est très compliqué. Donc je pense que pour le moment, il s'attache à essayer de revenir de la meilleure des manières en 2026, même si on sait très bien que ça sera... Voilà, c'est pas gagné d'avance, quoi. Voilà, c'est pas gagné d'avance pour Dante. Un petit mot quand même sur ces joueurs de l'OGC Nice qui ne viennent plus en conférence de presse d'avant-match, qui font à peine le boulot en zone mixte depuis cette affaire contre Lorient. On a cru à un moment donné que c'était eux qui avaient décidé ça, mais en fait pas du tout, c'est le club pour l'instant qui a décidé ça. Ouais, voilà, c'est autant on les aime beaucoup, ils font du très bon travail tout au long de l'année, mais là la cellule communication du club se comportent un peu trop comme les parents d'enfants rois en fait. Là aujourd'hui c'est eux qui brident les joueurs en disant non, on va pas les mettre un peu devant les micros, si des questions leur sont posées sur les événements de Lorient, est-ce que ça va pas les mettre en porte-à-faux, est-ce qu'ils vont pas être obligés de dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire, mais en fait vous les prenez ces joueurs là, vous leur expliquez que si on vous pose des questions sur les incidents, vous dites je n'y répondrai pas et basta, et après on peut répondre à des questions. Là non, c'est le service communication qui dit non, laissons les joueurs dans leur coin, mais à force de les cajoler, de les mettre dans du coton, à quel moment ils vont prendre conscience de la situation. S'ils viennent devant les micros, qui commencent à prendre les questions un peu dures sur la réalité de la situation, peut-être ça va les aider aussi à cogiter. Peut-être, j'en sais rien. Mais là, les mettre dans le coton, on va dire non, les pauvres, on va leur éviter les questions. Non, c'est bon, basta maintenant. Ouais, c'est peut-être une erreur de se protéger, bon. effectivement. Au début, ça peut peut-être s'entendre, la première semaine, allez, pourquoi pas. Mais maintenant, voilà, il faut peut-être que les joueurs reviennent. Ça fait partie. Ça reprendra son cours normal, a priori, début 2026. Ils viennent en zone mixte, en tous les cas, pour l'instant, et ils s'expriment. Toujours les mêmes. Pour le diffuseur. Toujours les mêmes. Oui, mais on pourrait mettre tous les mêmes aussi en conférence de presse. Ça, c'est pas grave. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. C'était pas le cas la semaine dernière. Ce n'est pas le cas encore une fois cette semaine. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez pas de joueurs de l'OGC Nice cette semaine dans Gym Tonic. On passe au match contre Saint-Etienne dimanche en Coupe de France dans un stade vide. Ça ne changera pas trop des dernières rencontres, mais officiellement à huis clos. Léandra, j'ai titré, j'ai changé 3 fois le titre de ce match Nice-Saint-Etienne. D'abord, je vais dire, pour bien finir l'année, et puis là, c'est même un nouveau départ, là, peut-être. C'est un nouveau départ. Après, ça ne veut pas dire, et d'ailleurs, Jean-Pierre River et Maurice Cohen l'ont dit, ça ne veut pas dire qu'il y aura des victoires tout de suite. Et ils ont d'ailleurs dit que Nice va perdre des matchs, va continuer va encore perdre des matchs cette saison. Mais c'est sûr que ça permettrait de finir, du coup, encore mieux l'année, parce qu'il y a eu déjà cette nouvelle aujourd'hui, et puis qu'elle se valide directement sur le terrain, pour que tout le monde puisse souffler là, pendant les vacances, les fêtes de Noël, même si ça sera court, 6 jours seulement de pause pour les joueurs, et puis repartir sur l'année du bon pied, quoi. Ouais, parce que ça jouera dès le samedi 3 janvier. Ça va, ils sont déjà assez reposés ces dernières semaines. Contre Strasbourg, effectivement. On a le classement de cette Ligue 1, parce que quand même, il faut voir où en est l'OGC Nice pour le moment. Voilà le classement des Aiglons. Alors heureusement, Auxerre, Nantes et Metz ont perdu la semaine dernière. Ça veut dire que l'écart de points avec le barragiste et les 2 relégables est toujours de 5 points. L'OGC Nice qui glisse à la 13e place du classement. On voit quand même que il y a quand même un écart qui est fait entre le 14e Nice, le 13e Nice et Angers et Monaco. Il y a 6 points d'écart entre les 2 équipes. Monaco qui a perdu aussi contre Olympique de Marseille.
Donc la première partie de tableau s'éloigne un peu quand même pour l'OGC Nice. De toute façon, maintenant, c'est un peu, mais c'est Ouais, il pense, tu joues plus ça. Hein. Maintenant, ce que tu regardes, c'est derrière, comme tu l'as très bien dit au tout début, tu as de la chance. Derrière, ça n'a pas gagné. Donc, tu as maintenu cet écart qui t'évite la grosse pression qui fait trembler les jambes. Donc, maintenant, avec cette nouvelle vague, nouvelle année qui arrive, il suffit de reprendre un peu une série de quelques résultats positifs et puis tu seras débarrassé de cette inquiétude du maintien. Et puis, tu finiras comme tu finiras. Et pour repartir sur une nouvelle page blanche l'été prochain. Tu t'attends au miracle de Noël contre Saint-Etienne parce que Saint-Etienne, qui est quand même deuxième de Ligue 2, c'est un club historique, mais que tu avais battu 8-0 l'année dernière quand même. Donc, bon. Écoute, moi, avant l'arrivée de Jean-Pierre River et Maurice Cohen, j'avais pronostiqué un petit nul avec un but niçois en première mi-temps, une égalisation des Verts et une défaite au tir au but. Parce qu'on est noir, voilà, et que ça passe pas. Mais je me dis que si Jean-Pierre River et Maurice Cohen rentrent en jeu, comme j'espère Will. J'ai encore un indiscret. Oh là là, mais c'est Noël. C'est la fête. S'il y a une séance de tir au but, ils en tirent un chacun. Ils peuvent prendre la licence. Non, mais franchement, alors j'espère peut-être que ça peut donner un allant, ce qui a été annoncé aujourd'hui. Et puis je l'espère parce que du coup, là, comme on dit tout à l'heure, ça donne du baume au cœur aussi aux supporters d'avoir cette nouvelle, cette identité niçoise qui revient. Et ça va peut-être nous permettre une victoire là, une qualification tout du moins. Plus après contre Strasbourg, ça peut permettre un petit retour aussi des supporters et un début de réconciliation. Voilà, avec une victoire, c'est toujours mieux de pouvoir. Le début de la réconciliation est déjà là. Oui, ça peut continuer, ça la valide. Voilà. On écoute Francaise à propos de ce match contre Saint-Etienne et voilà, de bien finir l'année. Ça serait bien. Évidemment que ça serait. C'est l'idée. C'est l'idée. Voilà. On continue à appuyer sur certains axes d'amélioration qu'on a pu entrevoir. Voilà, il faudra appuyer dessus, ça c'est sûr déjà. Évidemment aussi réussir à se montrer plus efficace dans les proches des 2 buts. Mais oui, forcément l'idée c'est en coupe, c'est de continuer à être en coupe en 2026. Alors, en tout cas, se qualifier, ça ferait du bien à tout le monde. Ça c'est sûr. Ouais, se qualifier, ça ferait du bien à tout le monde. Effectivement, cette équipe de Saint-Etienne, Aurélien, sans Lucas Tassin, a priori. A priori, il a toujours ces histoires de blessures. Bon, on ne sait pas si c'est on sait pas diplomatique le vrai du faux. Parce que bon, il y a chacun quand ses même problèmes, une instance de départ depuis l'été dernier, donc chacun ses problèmes. Puis une équipe qui, malgré Lucas Tassin, enfin l'absence supposée du Belge, s'est marquée. Meilleure attaque de Ligue 2, par contre, c'est défensivement que ça ne va pas du tout, puisqu'ils sont 14e défense. Ça prend des buts bêtes sur des erreurs individuelles. Ça fait penser à notre gym. Ouais, sauf qu'eux sont deuxième de Ligue 2 quand même. Sauf qu'eux sont deuxième de Ligue 2. Voilà. Donc, il faut, il y aura 6 à 6 à jouer largement pour se remettre dedans. 6 partout, match Ça incroyable. 0 et puis les tirs au but, on verra bien. Quoi. Saint-Étienne va relancer l'attaque niçoise. C'est ça. C'est Kevin Carlos. Peut-être. Pourquoi pas Kevin Carlos. Est-ce qu'il est dans ta compo probable? Le chanteur. Moi oui. Allez. Avec moi dans la compo probable. Mais il n'y a pas pour compte d'abord. Si. Ah oui, il y a le pour contre, oh là là, Ah, mais il y a le pour contre. On a la tête ailleurs aujourd'hui. Ah non, mais aujourd'hui, c'est... Sur un- oui, non, mais il y a le pour contre. Allez, on y va. Bien joué, le pour contre. Eh ouais, elle n'est pas facile à faire cette émission. Aujourd'hui, tout a été chamboulé en dernière minute, même si on avait un petit peu préparé. Mais quand même. Le pour contre, la coupe pour sauver la saison. Tiens, quelqu'un qui va être positif. C'est Léandra, j'imagine, qui va être positif cette semaine. Et oui, déjà parce que William découvre le pour-contre à l'instant. Mais en tout cas, oui, une coupe pour sauver la saison. Ça, c'est l'histoire qui le dira, mais en tout cas, elle va déjà permettre, j'en suis sûr, de briser cette série de 9 défaites consécutives. C'est pour dimanche, là. Ça va faire du bien. Et puis, quoi qu'il arrive, en fait, de passer 1, 2 tours, 3 tours, dans des matchs coup près, en s'en sortant, peut-être au pénalty, je sais pas. Mais en tout cas, ce sont des genres de moments qui permettent de souder des groupes, de ramener un petit peu de confiance, un petit peu de force dans ce collectif qui a les jambes tremblantes. Alors, bien sûr, il faudra que le tirage soit assez abordable. Éviter... Oui, il faut déjà passer. Il faut que le tirage, après, soit un peu abordable, on le sait. Éviter le PSG le plus longtemps possible pour gagner les tours.
Et puis en fait, l'exemple le plus marquant, finalement, c'est 97. C'est d'avoir gagné cette coupe. Oula. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, Nice descendait. Mais qu'est-ce qu'on se rappelle 30 ans plus tard? De la victoire. De la victoire, du trophée, dans l'armoire du gym, quand même. Enfin, moi, je me rappelle il était descendu, ça a été long. des 50 galères après. Le pour-contre, la réponse de William. Non, si c'était rien passé aujourd'hui, j'aurais dit non, contre, parce que l'objectif d'une équipe de losers, c'est d'aller chercher la décima. Hein, la 10e défaite consécutive, qui serait historique dans l'histoire du club. Ça l'est déjà. Non, mais la 10e sur une année civile. Très bon chiffre. Non, la 25e sur une année civile. Très bon chiffre de Leandra, qui serait le record du club. Incroyable. Et il battrait tous les records. Mais bon, maintenant qu'il y a un élan positif, non. La coupe pour sauver la saison, je suis contre. Donc, parce que non, j'ai envie déjà qu'ils gagnent des matchs et qu'ils se maintiennent. Après, la coupe, c'est le petit bonus de la saison. Mais vraiment, le petit bonus, parce que même si on va en finale, on les perd. Donc, vaut mieux ne pas y aller. Ouais, et puis on se souvient, Aurélien, Et il vaut mieux ne pas aller en Coupe d'Europe. Ouais. Et on se souvient, Aurélien, que Reims a atteint cette finale de la Coupe de France la saison dernière. Et Reims est descendu en Ligue 2. Voilà, Bien sûr, c'est pour ça. Avec Evan Diouf. Je suis plutôt le chat noir. Je suis plutôt de l'avis de Leandra, puisque évidemment la saison est déjà bien compliquée comme ça, mais un parcours en coupe, on sait jamais à quoi s'attendre. Donc voilà, mettre un peu de magie dans cette saison, pourquoi pas passer plusieurs tours et enfin gagner un trophée depuis 97. C'est quand même, on se souviendra de ça à la fin de la saison. Tu échangerais une victoire en coupe avec une descente en Ligue 2? Non, je sais pas. Non, quand même pas. Ah non. Parce que comme disait Leandra tout à l'heure, effectivement, on a vibré pour cette coupe en 97, mais les 5 ans qui ont suivi derrière, c'était quand même assez difficile, quoi. Après, il y avait la Coupe d'Europe en Ligue 2. Oui, ça c'était bien. La C2 en D2, c'était 2 fois mieux. Skilbarnock, Sparta Prague, c'était pas mal. Slavia Prague, c'était pas mal. Mais puis la magie, on l'a déjà eu aujourd'hui en fait. Ouais. Hop, plus de bokeh, après avec Cohen et River. Hop là, tour de magie. Vous avez échappé au Noël de Gym Tonic, parce qu'on aurait pu avoir la dent dure et on l'a pas fait. Ah non, là c'est un beau Noël. Là, là on a notre cadeau. Ah oui. Enfin, vous avez les supporters votre cadeau de Noël de l'OGC Nice. Est-ce que je peux faire la compo probable maintenant? Maintenant on peut y aller. On est bien dans le conducteur. Prends tes libertés, Mika, vas-y. Allez, la compo probable. Ce petit riff de guitare. Prisoli qui est toujours là aussi. Allez, la compo probable. Cette OGC Nice. Écran noir pour Nuit Blanche. Non, ça arrive, on y va. Bon, Maxime Dupé, évidemment, va assurer l'intérim pendant que Evan Diouf sera à la CAN. Donc, son deuxième match de la saison, c'est quelque part, c'est une bonne chose qu'il ait déjà joué contre Braga. Pour rester à la défense à 4 ensuite, puisque vu le manque de solutions, on imagine que Franquès va utiliser ce qu'il a déjà préparé dans certains matchs. Donc Klos à droite, en même temps il n'a pas le choix puisque Tom Louchet, qui est son concurrent, est suspendu. Opong, Melvin Bard, ce sont les deux seuls défenseurs centraux vraiment disponibles avec Djoumaba. Mais on l'a dit, Djoumaba... il est nul. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas, on va dire, le plus fiable en ce moment. Et Aurélien Mar. Et à gauche, du coup, Gouveia, c'est ce que Franquès a déjà... c'est la fusion. A déjà fait. Une fusion entre Grégoire Puel et Aurélien Mar. C'est vrai, c'est vrai. On vous a jamais vu tous les trois dans la même pièce. Il y a une raison. Milieu de terrain. Donc, on a entendu Franquès nous expliquer que Charles Van Hout était un peu touché cette semaine et qu'au mieux, il serait dans le groupe. Donc, ça laisse la place à ce trio-là, Sanson, Abdoul Samed, Ndombele, parce qu'encore une fois, manque de solution, toujours pas de Tom Louchet, toujours suspendu. Donc, voilà. Un milieu à 3 et devant, on va miser sur les hommes en forme. Johnson en priorité, l'homme en forme, Johnson, et puis Diop et Shaw qui sont ceux qui ont le plus de qualité offensive dans cet effectif, et en espérant que Johnson va tirer tout ça vers le haut. Il n'est pas passé loin d'un focus Mohamed Ali Shaw cette semaine, c'était chaud, souffle le froid, parce que quand même les occasions qu'il a à Lens... mais il a travaillé la finition.
Ah, alors pourtant, s'il a c'est parlé lui. de l'institution Et cette pourtant, semaine, c'est lui tout va Je bien. n'écoute Ça, pas. c'est un indiscret qu'on ne peut pas donner. Alors, Non, et pourtant, c'est lui le dernier buteur niçois, là. Je crois qu'il y a eu quatre. Non, c'est contre son camp. Contre son camp. Mais avant lui, les 2 derniers, c'était chaud. Ah, 5 matchs que le parce que GC c'était un n'a pas marqué centre de de Avant le chaud. contre son camp. Ouais, c'était centre de chaud et contre son camp. Ouais. Pour ça que je croyais On pensait que c'était que Kevin c'était Carlos, c'est ça qui avait marqué? Non, c'était pas celui-là? Non, Le on but, voit, non, c'était avant, ça. voit quand même que c'est pas Kevin Carlos. D'accord. Voilà donc pour cette compo probable de Nice-Saint-Etienne du côté de l'Alliance Riviera. Dimanche, on va vous faire jouer sur ce match. Pas de ticket, pas de maillot, mais comme c'est Noël, un jeu de société pour jouer en famille autour de l'OGC Nice. Il s'appelle le 12e homme, parcours la ville, récupère ton équipement, rejoins le stade en premier. Voilà, c'est 500 questions autour de la ville de Nice et de l'OGC Nice, une sorte de jeu de loi de l'OGC Nice. Et on vous fait gagner cette semaine ce jeu-là. 12e homme, une passion, la victoire. Voilà donc, il faut pronostiquer le score entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne avec le nom des buteurs s'il y en a, le hashtag Gymtonic. Et donc, vous pourrez peut-être retrouver sous le sapin le 12e homme. William, Petit mot sur le Voilà. créateur, Le créateur du jeu. Julien Maglietti, qui est un supporter de l'OGC Nice, qui a travaillé également à l'OGC Nice pendant quelques années. Et donc ça fait quelques années qu'il a ce projet de jeu à sortir. Et bien il s'est lancé en début d'année. Et voilà, le jeu sur la ville de Nice, le football et l'OGC Nice. Qu'il faut absolument sous le sapin. Hein. Si vous le gagnez pas, il faut quand même l'offrir. Il faut l'offrir. On le retrouve dans des. Alors on peut le commander sur Internet. Sur Internet. Évidemment. Et puis dans des boutiques à Carrefour, à Espace Foot. À Carrefour vient de le distribuer et aussi. Carrefour le distribue. Voilà, ça fait partie des 2 cadeaux de Noël absolument à offrir. Celui-là et le livre de Bernard Morlino sur Maradona. Il était une fois, qui est vraiment préfacé par Eric Cantona et dédié à Julien Jarézy et Philippe Camps. 2 grandes plumes. Ouais. Et aujourd'hui, quelle journée magnifique qui avait démarré avec la lettre d'amour de Philippe Camps. Franchement, c'est une journée exceptionnelle. Voilà. Ça m'a mis de bonne humeur ce matin. C'est Noël pour Dumont. C'est Noël pour Dumont. À relire quand même l'interview de Maradona. Faite par Bernard Morlino. C'est Maradona qui interviewe Bernard Morlino dans nos colonnes. C'était magnifique. Magnifique. C'est vrai, j'ai vu ça aussi. C'est une passerelle avec une question pour le jeu. Il y a marqué édition Nice. Est-ce qu'il y a des éditions Alors, c'est son projet possible. Ce jeu pourrait être décliné à l'avenir dans plusieurs clubs. Parce que voilà, c'est pas associé à l'OGC Nice, il n'y a pas de logo OGC Nice, il n'y a pas de mention de l'OGC Nice. C'est sur la ville, le football et le club de Nice. Et il pourrait peut-être le décliner à toutes les sauces. À partir de 6 ans. Voilà. Donc pour jouer en famille. 6 ans, 45 minutes à peu près une partie, donc une mi-temps. En famille ensemble après le réveillon de Noël. C'est super sympathique. On termine par le Souviens-toi. Un Souviens-toi consacré à un Nice-Saint-Etienne de Coupe de France en 1989, mon cher Aurélien. Et oui, c'est le dernier match en Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et le Gym. Il faut remonter 36 ans en arrière. Nous sommes le 21 février 1989 et les équipes de D1 entrent au stade des 32e de finale. Comme c'est le cas aujourd'hui, on notera d'ailleurs qu'en 30 ans, 35 ans, la date des 32e a été avancée de 2 mois. On les joue beaucoup plus tôt. Jean Castaneda. Exactement. Alors le match ne se déroule pas au Ré, comme on peut le voir derrière en fond de la photo, mais au Costières à Nîmes. Il a été suspendu. Puisque en 1988-89, on joue sur terrain neutre jusqu'en 32e de finale. Ouais, c'était sur un seul match, le 32e, c'est ça. Et c'était sur un seul match, exactement. Et ça jouait sur terrain neutre. Ça se jouait sur terrain neutre. Et donc toutes les photos que vous allez voir dans ce Souviens-toi sont issues du match de championnat entre Nice et Saint-Etienne qui avait eu lieu. Voilà, c'est parce que c'est le Ré derrière. Exactement. Voilà. C'est le Ré derrière. Non, parce que je comprenais pas. Oui, d'accord. C'est la photo qui n'est pas du match de Coupe de France. T'as pas trouvé de photo de match de Coupe de France? Impossible. Mais par contre, effectivement, Aurélien a pris ces photos-là parce que c'est les mêmes joueurs et les mêmes équipes. D'accord. Et en plus, c'est le même score. Ouais. Allez, vas-y. Exactement. Donc ce match-là a lieu en D1, donc saison 88-89, 1-0 pour le Gym. Et donc Nice et Saint-Etienne s'étaient déjà affrontés sur cette saison-là pour l'ouverture du championnat.
Et il y a une deuxième photo aussi qu'on va retrouver avec à l'époque donc les deux présidents emblématiques, Mario Innocentini à droite et son homologue stéphanois André Laurent juste à gauche. Et sur les bancs de ce match de Coupe de France, de ce 32e de finale, il y a aussi du beau monde avec deux entraîneurs de légende, Nenad Bjekovic du côté des Aiglons et puis Robert Herbin, le Sphinx, là, qui signait des autographes derrière, au travers des grilles du stade du Ré. J'étais tout le temps derrière ces grilles. Ouais, J'étais peut-être à ce moment-là. Ne pas oublier quand même que Robert Herbin a vécu son enfance à Nice, a joué au Cavigal, hein, et qui est parti à Saint-Etienne, recruté au Cavigal par les Saint-Etienne. Et c'est devenu une légende à Saint-Etienne, mais il a été. C'est un enfant du Cavigal. C'est un Niçois. Et comme de nombreux Niçois du Cavigal qui sont ensuite allés à Saint-Etienne. Oui, c'est vrai. C'était pas le seul aussi qui avait ce lien-là. Donc la délocalisation de ce 32e au Costières n'empêche pas une belle affluence, puisqu'il y a près de 12 000 spectateurs venus voir l'une des rares rencontres qui opposait deux équipes de D1 à ce moment-là. Puis le match est accroché aussi bien au niveau du score que dans les faits, puisqu'au bout du temps réglementaire, toujours 0-0. Et Bosser, Guérit et l'unique buteur du match de championnat, donc El Adaoui, qu'on voit ici en photo, sont avertis, prennent des cartons jaunes, donc match est vraiment très accroché. Et El Adaoui qui avait été recruté cette saison-là de Saint-Etienne, où il avait réalisé une très belle saison. Tu as joué à Lens aussi, Antoine. J'ai retenu. Il avait mis 10 buts en 33 matchs, et il en marquera malheureusement que 4 en 2 saisons sous les couleurs du gym. Mais il était bien de ce 32e de finale de Coupe de France. 0-0. Fin du temps réglementaire, prolongation donc, et c'est le grand Jules Bocandé qui délivre les Aiglons à la 99e minute. Lui qui avait touché le poteau lors du match de championnat en D1, donc celui-ci. Donc comme l'été précédent, Nice s'impose 1-0, donc au bout du suspense. Elsner et Bravo recevront encore 2 cartons jaunes dans un match qui était vraiment très tendu jusqu'au bout. Ouais, mais je crois que les Verts n'en ont pas pris, non ? Et les Verts en ont pas pris du tout. C'est incroyable. L'agressivité était vraiment que du côté niçois. Ou l'arbitre était pro-vert. Comme je te dirais que dans les Nice Saint-Etienne, il y avait souvent un arbitrage favorable à Saint-Etienne. C'est ça, moi je pencherais plutôt de ce côté-là. Exactement. On n'a toujours pas oublié. Et Nice se qualifie donc en 16e de finale, élimine le TFC 2-0, puis 2-1 au retour. Oui, parce que c'était match aller-retour avant les 16e de finale. Exactement, c'est ça. Les 16e de finale. À partir des 16e, c'était match aller-retour. Sur match aller-retour. Et d'ailleurs, c'est la dernière édition de Coupe de France en 88-89 où les 16e de finale, jusqu'au demi, se jouaient en match aller-retour. Ensuite, c'était terminé. Et le gym élimine donc Toulouse, le TFC. 5-1 au score cumulé avec 2 buts de Bravo et 2 buts de Bocandé que l'on a vu juste sur la photo précédente. Et le gym ensuite sera battu par Auxerre en 8e de finale. Voilà, et pas de prolongation dimanche. Pas de prolongation, non, c'est un but direct. Voilà. C'est en cas d'égalité, c'est effectivement dorénavant. C'est pour ça que je pense que je serai nul. Tir au but direct. Merci Aurélien pour ce Souviens-toi. Léandra, William, Antoine, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Mika. On a été, je pense, assez complet sur ce que l'on pouvait dire sur cette journée assez incroyable. On va évidemment suivre tout ça maintenant avec attention. Il y a le match contre Saint-Etienne dimanche. Après ça, il y aura la trêve, les fêtes de Noël et le Nouvel An. On retrouvera l'OGC Nice le samedi 3 janvier à 19h du côté de l'Alliance Riviera pour affronter Strasbourg. Nous, on reviendra juste après. Donc la prochaine émission, ce sera après le match de Strasbourg, début janvier. En attendant, on vous souhaite de passer évidemment de très très bonnes fêtes de Noël. Soyez sages, mais pas trop. Profitez-en bien comme il faut. Je sais que Will, il va pas être du tout sage. Il va boire un coup assez rapidement. On va relâcher la pression. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve en début d'année prochaine. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Nicolas Lecouturier de Curcy pour avoir préparé et réalisé cette émission. Là encore, une fois dans des conditions compliquées. Merci à toute la rédaction des sports de Nice Matin. On vous souhaite de très bonnes fêtes et à l'année prochaine. Bye bye.